ça fait que bienvenue l'ambassadeur. Christian l'appelle l'ambassadeur parce que je vais le présenter rapidement pendant qu'il entre. Christian, c'est celui qui me met en contact avec Arthur. Donc en réalité, c'est la première passerelle qui, en quelque sorte, fait qu'on se retrouve ici. C'est Christian, lorsque j'arrive au Canada comme mon deuxième mois, il est à un Zoom meeting avec des personnes et j'entends un monsieur qui dit qu'il a acheté sa maison, sa mise de fonds, blablabla. Devinez de qui il l'a acheté. C'est ça. Donc réellement, je l'ai dit parce qu'il est entré et puis... Donc c'est comme ça que réellement ça a commencé. J'ai demandé à celle qui m'avait accueilli, mais il y a un monsieur qui a parlé de quelque chose, blablabla. C'est comme ça que je rentre en contact avec lui et de lui je rentre en contact avec Arthur. Bon. C'est juste pour faire ça comme ça, et puis éventuellement je serai celui à partir du coup d'aller rentrer en contact avec le groupe, et c'est comme ça que la chaîne continue. Alors, comme j'ai dit, on va parler dans cette partie, on va parler de l'immobilier, des domaines, des sous-domaines de l'immobilier, parce que c'est un grand marché qui a des petites niches à l'intérieur. On va faire un peu de terminologie, le marché des intervenants, la terminologie, parce qu'il y a des termes. Vous connaissez beaucoup de termes, mais il y a parfois certains termes pour lesquels les gens se mélangent et on va parler de quelques éléments. On va parler du marché de l'immobilier en soi, les intervenants, qui fait quoi, et les personnes majeures qui interviennent dans l'immobilier, et puis les investissements, les professionnels, les besoins, et puis il y a aussi les risques. Alors, avant de débuter, une chose que je pense que je peux avoir oublié. D'habitude, lors de nos rencontres, et ça c'est une astuce qu'on a vue ailleurs et qui fonctionne bien, pendant que vous allez évoluer, si éventuellement il y a une personne qui veut partager comme une information en 5, 10, 15 secondes, c'est à ce moment qu'il pourrait dire, ok, bon, en fait, dit quelque chose qu'il a fait. Parfois, ça aide aux autres à voir qu'il y a des gens qui bougent dans le groupe et ça va leur motiver à le faire. Donc, ça, c'était le moment. D'ailleurs, est-ce que Michel est ici? Justement, Michel m'avait dit qu'elle avait quelque chose à dire. Pas encore. Sauf qu'elle m'a texté pour me dire qu'elle a eu une situation qui va lui prendre 15 minutes. Michel, c'est une dame qui s'est jointe à nous il y a quelques mois, n'est-ce pas? Michel? À peu près un mois et demi? 2 mois. 2 mois. 2 mois. Et puis, elle s'implique assez bien. Elle est très, très tenace. Et puis, elle a créé une certaine habitude de travailler peut-être 5-6 heures semaine. Puis elle achète son premier duplex avec nous. Et puis on a regardé plusieurs propriétés. Alors, vous allez rapidement comprendre que cette business ici, c'est une business que ça va fonctionner selon votre implication. C'est tout simple que ça. Parce que dans bien des cas, on va prendre une formation, on paye 5-10 000 $, j'en ai payé des grands montants. 25 000. Les gens sortent de là, puis ils disent, ouais, mais c'était bon, mais tu sais, un mois plus tard, ils disent, ah, non, c'était pas si bon que ça. Parce qu'ils y ont été, puis ils n'ont rien fait avec. Alors, ça dépend toujours de votre vouloir, puis votre détermination, puis votre vision des choses. C'est pas à nous de déterminer ça pour vous. On va certainement vous accompagner si vous le désirez, mais on n'ira pas vous chercher dans le salon chez vous, là. On n'ira pas vous déranger puis regarder la télévision, une partie de soccer. Donc, ok, réellement c'est ça. Avec Michel, en 2 mois, on a visité peut-être 4-5 propriétés qu'elle trouvait, etc. On va visiter, on négocie. Je pense qu'elle a même parlé avec beaucoup de propriétaires. Et aujourd'hui, qu'elle trouve les propriétaires, elle n'a même plus besoin de nous appeler pour savoir comment arranger ses prix. Et parfois, c'est elle qui nous dit non, ici, on ne peut pas offrir plus que 250 000 parce que. Elle sait déjà comment ça marche. Ça fait juste 2 mois. Donc, réellement, c'était le but de cette partie-ci. Oui. Juste laisser la clé sur le comptoir. Merci beaucoup. Merci, bye. À demain. Alors, cette partie de partage d'informations étant passée, on va rentrer dans le sujet. Alors, l'immobilier. De façon générale, la définition littéraire, c'est que l'immobilier, c'est toute chose, c'est une propriété ou c'est toute chose qui est immobile en fait, immobile.
Généralement, donc ça peut être un terrain, ça peut être une maison, ça peut être mais tout ce qui est immobile, qui ne peut pas être déplacé. Réellement, c'est ce qu'on appelle immobilier. Et puis le marché de l'immobilier maintenant, réellement, ce sont toutes les activités qui gravitent autour de ce qu'on appelle immobilier. Donc l'achat, la vente, la location, la gestion, etc., la construction et tout ce qui tourne autour de l'immobilier, la planification, c'est ce qu'on appelle immobilier en général. Maintenant, les sous-domaines de l'immobilier, il y a des gens qui vont vous dire je fais l'immobilier. Quand tu vas demander mais qu'est-ce que tu fais dans l'immobilier, il va te dire moi j'ai investi à acheter ma propriété. J'ai rencontré un monsieur, une propriété que j'avais vue qui me semblait vieille et que je me disais waouh, c'est sûr que cette propriété est vieille, le monsieur il va sûrement vouloir vendre. Et quand j'ai discuté avec lui, il me dit ça fait 30 ans qu'il a acheté, vraiment c'est le meilleur investissement de ma vie, je ne vais jamais le vendre, blablabla, etc. Il est dans l'immobilier, il a acheté sa maison, il est là tranquillement et son plan, c'est que le jour où il va prendre sa retraite, il va aller en maison de retraite, il va vendre, il n'aura pas d'impôt à payer parce que c'est sa résidence principale, ça va lui donner 500, 800, 1 million, peut-être il va acheter à 30 000 il y a de cela 30 ans. Pour lui, c'est un investissement et il est dans l'immobilier. D'autres personnes, c'est des résidents locatifs, pour la location en court ou à long terme ou à moyen terme. Eux, ils sont dans l'immobilier. Il y a d'autres qui font le commercial. Les personnes qui ont des magasins qui louent à McDonald's, à Maxi, etc., ils sont aussi dans l'immobilier. Okay? Il y a ceux qui sont dans l'industriel, donc ça dit que ce sont les plus grands magasins, etc. Il y a ceux qui ne font que des terrains. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les terrains, et ça, je m'étais rendu compte de ça. Il y a des gens qui font, comme j'entendais, des gens qui font le flip des propriétés, il y a des gens qui font le flip des terrains. Donc ça dit que eux, leur objectif, c'est de trouver les bons terrains bien placés. Et récemment, j'étais dans une ville, je ne sais plus trop où, et j'ai discuté avec quelqu'un qui, lui, tout ce qu'il fait, c'est de parcourir la province, parcourir des trucs. Lorsqu'il voit, ok, la province du Québec, la province de l'Ontario a un projet sur l'autoroute de faire une bretelle qui va aller à... Il essaie de trouver les meilleurs terrains bien placés dans la zone où les sorties d'autoroute sont, parce qu'il va acheter les terrains dans ces zones-là. Et puis il va aller voir Petro-Canada, vous savez, souvent c'est sorti des bretelles qui a des stations d'essence. Aussitôt qu'il a acheté, il va attendre 2-3 ans, dès que la province va lancer le projet, etc. C'est là qu'il rentre en jeu, il va vendre ce terrain beaucoup plus cher, il va aller voir Petro-Canada, chacune des stations d'essence, les gens qui font souvent les boutiques. En fait, vous comprenez, il est dans le terrain, il est dans l'immobilier. Il y a des personnes qui sont dans le luxe, uniquement dans le luxe. Donc ça dit qu'ils bâtissent vraiment luxueux. Un des exemples, c'est le PIN. Je pense que on en a peut-être parlé. Le PIN Apartment, eux, il y a des gens qui peut-être connaissent le PIN, ils font des appartements au Ottawa, ils bâtissent vraiment leur propriété, c'est comme des hôtels 5 étoiles, c'est vraiment bien. Et leur objectif, ça ne dépasse pas, c'est 5-10 ans. Après, quand tu entres chez eux, tu payes le prix. Et bon, si la location sur le marché d'un 2 chambres, je dis n'importe quoi, est 2000, il peut louer à 3500 et il a sa clientèle. C'est ce qu'il fait. Donc, chacun a son marché. Et puis, je ne vais pas dire à la fin, mais il y a ceux qui font le développement immobilier. J'ai mis ça à la fin peut-être parce que ceux qui font le développement immobilier, c'est même parmi ceux qui font quand même du lot, parce que imagine que tu dois prendre comme 18 000 acres de terrain, comme j'ai vu certains font, et bâtir comme presque une ville. J'ai vu les gens qui sont en train de bâtir presque une ville. Un acre, c'est 4000 mètres carrés ou 4500 mètres carrés. Si quelqu'un a 18 000 mètres, bon, pas quelqu'un, mais un groupe. Donc ça fait que tout ça, c'est oui, vas-y, si vous me permettez, en le regardant de 1 à 7, là, évidemment, il faut toujours apprendre à marcher et à comprendre le marché avant de marcher. Yes, Puis, la plupart des gens, quand ils débutent au niveau principal, résidence principale ou une résidence locative. On ne peut pas se voir instantanément dans le développement immobilier, ou même dans le luxe et les niches particulières, et dans les terrains, parce qu'on n'a pas l'expérience. Lorsqu'on a l'expérience, puis on peut s'associer, ou on connaît quelqu'un qui est dans le domaine,
Et à ce moment-là, là, vous allez grandir beaucoup plus rapidement parce que vous allez accroître vos connaissances rapidement. Et on ne veut pas vous embêter en vous faisant voir toutes ces choses-là, mais on veut vous donner un aperçu de ce que c'est en général. Moi, tantôt, je vais parler uniquement d'une chose, mais cependant, ici, on généralise les choses pour vous faire voir l'éventail. Exactement, exactement, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Et puis, nous, par exemple, on ne fait pas tout ce que vous avez vu lister là. Parce qu'après, à un moment donné, il faut choisir, avoir sa stratégie, savoir ce qu'on fait, établir son plan là-dessus, et puis rester focus autour de ça. Alors, je vais venir sur cette seconde partie, la terminologie, le marché, les intervenants. Alors, l'hypothèque, beaucoup savent c'est quoi l'hypothèque, mais il y a aussi d'autres qui m'ont demandé, mais c'est quoi l'hypothèque? En général, dans ce système nord-américain, lorsque tu vas acheter la maison, la plupart du temps, les gens disent que j'ai acheté ma maison, mais réellement, la banque a financé 80, 90, 95% de la propriété. Alors, ce prêt-là, et parfois, en plus de ça, ils ont payé une assurance sur le prêt hypothécaire. Tout cet argent-là que tu dois à la banque pour avoir emprunté, en fait, l'argent que tu as emprunté pour acheter la propriété, c'est ça qu'on appelle l'hypothèque. Parce qu'il te donne cet argent-là, il y a des conditions qui vont avec que tu dois respecter. C'est ça l'hypothèque, expliqué terre à terre. L'équité, c'est un autre terme que beaucoup de personnes ont des propriétés, sont même dans l'immobilier, mais ne comprennent pas c'est quoi l'équité. Lorsque tu achètes une propriété, je vais prendre les chiffres ronds pour que ce soit facile à expliquer. Tu achètes une propriété à 1 million. Avec le temps, ça prend 5 ans. Au fur et à mesure que tu payes, tu fais tes paiements mensuels ou 2 semaines, tu payes une partie du principal et une partie des intérêts. Alors, le principal que tu payes baisse le fonds que tu devais à la banque. Disons que tu as acheté à 1 million et que la banque a prêté 900 000. Chaque fois que tu payes, ça part de 900 000 et ça diminue progressivement. Donc, ça crée une réserve pour toi. Ça crée une réserve parce que ça baisse l'argent que tu dois. Mais avec le temps qui avance, la propriété prend la valeur. Les gens qui ont acheté des propriétés en 2020, ces mêmes propriétés aujourd'hui sur le marché valent beaucoup plus que ce que ça valait en 2020. Que ce soit au Canada, que ce soit n'importe où, c'est relativement pareil. Alors, avec le temps, les propriétés prennent la valeur. Donc, pendant que l'hypothèque baisse, la propriété prend en valeur. Ce vide-là, en fait, quand je dis ce vide-là, toute cette réserve-là, c'est-à-dire la valeur de la propriété, si après 5 ans, avec des chiffres ronds, la propriété vaut désormais 1 300 000 et que les 900 000 que la banque t'avait prêté, tu as remboursé 800, non, tu as remboursé 100 000 et qu'il reste 800 000. Alors, 1 300 000 moins 800 000 que tu dois à la banque, ça fait 500 000. C'est ce qu'on appelle équité. Est-ce qu'on peut te donner un petit exemple, par exemple? Quand tu as acheté ton triplex, toi, là, tu avais payé combien pour ce triplex-là? Bon, quand j'ai acheté mon premier triplex, par exemple, de Arthur, c'était le 21 décembre 2021. J'ai acheté à 360 000. Puis là, aujourd'hui, il vaut 400? J'ai acheté à 360 000, je devais à la banque 280 000. Oui. Au jour où j'achetais. Puis combien tu devais à Art? Bon, je devais à Arthur. La différence. Je devais à Arthur la différence. Arthur fait bien de préciser parce que j'ai fait le calcul, ça ne donnait pas le down payment. C'est ça. Ok. On l'a fait évaluer en novembre passé. Ça vaut 521 000. Alors, regarde bien, tu as payé combien? J'ai payé à 360, j'ai acheté à 360. Ben, moi, je pense que tu dois une grande redevance au gars dans le fond de là-bas, parce que sans lui, tu n'aurais pas eu l'opportunité de trouver cette place-là. Alors, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien. Moi, mais toi, là, tu as payé combien pour la tienne? Et la redevance? Est-ce que tu as Tu as acheté payé ça la fait redevance? longtemps, toi? Moi, ça fait 7 ans. Puis tu avais payé combien? 263. Puis elle vaut combien maintenant? Entre 500 et 550. Ça va mal ton affaire? Non. Tu as payé la redevance? Tu vas payer encore. J'ai une question, si vous pouvez permettre. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est toujours comme ça ou c'est dû au fait que le Covid est venu chambouler? C'est toujours comme ça. Mais parfois, dans les derniers 3-4 ans, c'était plus élevé. Puis c'est parce qu'il y a eu le spirale, là. La COVID a créé une folie parce que les gens étaient confinés à la maison pendant plusieurs années, là, pendant 1 an et demi, 2 ans. Puis ils ne pouvaient pas acheter, ils ne pouvaient même pas aller visiter. Alors là, les gens qui s'avaient promis d'acheter une propriété
ne pouvaient pas l'acheter, ils ne pouvaient même pas sortir de chez eux. Alors tout le monde a eu l'euphorie quand ils ont dit oui, vous pouvez acheter. Alors là, c'est l'offre et la demande. La demande, elle a monté en flèche. Moi, j'avais des propriétés à Elmer que je croyais vendre pour 500 000, puis je les ai vendus 600 000. C'était la folie. La surenchère, moi, j'ai 76 ans bientôt, puis j'avais jamais entendu parler de ça de ma vie. Puis là, c'était de la folie parce que les gens étaient confinés. Alors, il y a une demande psychologique qui a été créée. Puis quand la demande elle est très haute, et puis tout le monde veut acheter rapidement, ben, ce qui arrive, c'est que le marché en profite. Et puis, dans l'immobilier, c'est probablement, à ma connaissance, le meilleur outil anti-inflationnaire. Parce que si l'inflation est 4 ben ça va mal, votre propriété augmente de 4 Mais si l'inflation, elle est 10 vous n'êtes réellement pas fâché parce que votre propriété va augmenter de 10 Alors, si elle augmente de 10 10 de 500, c'est 50. Alors, elle augmente de 50 000 dans un an au lieu de 15 000. Alors, c'est une roue folle. Quand on est à l'extérieur, on ne croit pas ça. Là. On ne peut pas s'imaginer que ça augmente en flèche comme ça. Je vais vous remettre à Joseph, mais moi, quand j'ai acheté mes premières propriétés en 1982, j'achetais des duplex pour 25 000 $. Pour être plus précis, le 800 Saint-Louis à Gatineau, c'était ma première propriété. À Gatineau, j'avais payé 24 000 $. La même propriété aujourd'hui se vend au-delà de 500 000 $. Mais 40 ans plus tard, évidemment, 43 ans plus tard. Mais imaginez-vous, entre 25 000, la loi de la moyenne, en anglais, les Anglais appellent ça le rule of thumb. Ça double, les propriétés résidentielles doublent entre 12 et 15 ans. Alors, si vous achetez une propriété 300 000, et puis, ben, regarde, père était là, puis combien tu avais payé déjà? 260. 260. Puis, elle vaut 450. 500. Elle vaut 500. Elle a doublé. Ça a doublé en 7 ans. Elle a doublé dans Le 7 ans. COVID. Le COVID a fait des petits coups, là. Mais en temps normal, c'est 12-15. Absolument. C'est ça. Oui, prends l'exemple de la propriété que tu as achetée 3 fois, le 951. Le 911, tu veux dire? Le 911. Oui, le 911. J'avais acheté une propriété d'un de mes amis qui ne voulait plus l'avoir. Il dit, Art, moi je ne veux plus l'avoir, donne-moi ce que tu veux. Je ne m'en rappelle plus combien j'avais payé la première fois. J'avais peut-être payé 25, 30, 40 000 $. Je ne me souviens pas parce que j'en ai fait plusieurs centaines. Mais là, je l'ai acheté, je l'ai vendu. Je ne me souviens pas combien d'argent que j'avais fait, mais j'ai fait un profit là, assez raisonnable. Et puis, 3, 4 ans, 5 ans plus tard, je vois une pancarte en avant de la maison qu'elle était à vendre. Alors, je téléphone le courtier immobilier à l'époque, puis je vois le prix. La personne l'avait perdu. Je ne sais pas s'il y avait eu un divorce ou quoi que ce soit, mais la propriété, elle était à vendre à un prix réduit. Elle était plus chère que quand moi je l'avais vendu, évidemment. Je l'ai acheté une deuxième fois, puis je l'ai acheté une troisième fois, il y a à peu près 2 ans. Hein? Oui, en 2023. Quand je l'ai acheté la dernière fois, ma copine était avec moi avant. J'avais payé autour de 50 000, il y a peut-être 10 ans, 10-12 ans. J'avais payé 50 000. Et là, je l'achète pour 150. Mais elle dit, tu es mental. Tu l'as vendu pour 50, puis tu l'achètes pour 150. Ben oui, j'ai dit oui, on l'achète pour 150, on va mettre 75 100 000 dedans, on va la vendre 400. Et on l'a vendu à justement. Puis on l'a vendu à un très bon prix, les conditions étaient exceptionnelles, puis tout le monde est fier. L'immobilier, là, quand on connaît le marché, on va parler des erreurs tantôt, là, je vais en donner une erreur. L'erreur la plus flagrante, moi je me fais poser cette question-là souvent, c'est quoi les grosses erreurs qu'un gars peut faire? C'est d'acheter au mauvais prix la méchante propriété. C'est très, très, très rare qu'on se trompe. OK, qu'on se trompe encore, on est très humain. Alors, il y a beaucoup d'humilité, mais je vais vous remettre à Joseph et je vais vous reparler tantôt. Merci de votre attention. Donc, on parlait de l'équité. J'ai mis ce mot ici parce que réellement, vous ne pouvez pas faire affaire, même en dehors de faire affaire, avoir une propriété sans savoir c'est quoi l'équité. Parce que réellement, c'est votre argent que vous avez dans cette propriété-là. Alors, le prochain thème, c'est amortissement. En réalité, il y a beaucoup de personnes, surtout parfois ceux qui débutent, ne savent pas c'est quoi l'amortissement. Il y a des gens qui m'ont dit, mais Joseph, pourquoi tu me dis que mon hypothèque c'est sur 5 ans, pourtant je sais que c'est sur 25 ou 30 ans.
En réalité, c'est parce qu'ils confondent leur contrat d'hypothèque avec ce qu'on appelle l'amortissement. Tu as pris une hypothèque avec RBC ou Banque Nationale, etc. C'est amorti sur 25 ans. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont te faire des prélèvements pour que, si ça reste sur cette base-là, tu vas finir de payer dans 25 ans. Mais avec eux, tu as un contrat de 5 ans ou de 3 ans. Ça dépend de comment c'est négocié. Alors, l'amortissement, c'est la durée sur laquelle on fait le calcul où on assume que tu auras payé ta dette au complet. Donc, c'est différent du contrat d'hypothèque qui est généralement plus court. Le contrat d'hypothèque, vous allez souvent entendre le mot terme. Oui, c'est ça, c'est le terme. C'est le terme, exactement. Et puis, le retour sur investissement, ça, c'est une expression, c'est utile pour ceux qui veulent faire affaire dans l'immobilier. Parce qu'il y a des gens qui, parfois, lorsque tu leur parles, ils te disent, mais c'est trop cher. Tu demandes trop cher par rapport à quoi? Ils ne savent pas. Réellement, quand tu achètes quelque chose, ou quand tu veux penser comme un investisseur, ce que tu regardes, c'est combien je mets à l'intérieur et qu'est-ce que je gagne. Réellement, le retour sur investissement, il y a des formules, blablabla, etc. Mais c'est plus dans le sens de qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je retire. Si je ne mets rien et que je retire, c'est quoi le retour sur investissement? C'est infini. Si je mets 100 dollars chaque mois, je dis n'importe quoi, ou si je mets 1000 dollars par an et que chaque année ça prend en valeur 15 000, vous voyez un peu l'idée? En réalité, c'est comme ça qu'il faut voir quand on veut investir dans l'immobilier en tant qu'investisseur. Et puis après, la dernière expression, c'est la valeur de la propriété. Ici, je l'ai mis là parce qu'il y a des gens qui confondent l'évaluation municipale et la valeur marchande de la propriété. Ça, c'est revenu plusieurs fois lors de mes discussions avec les potentiels investisseurs, acheteurs, etc. Il y a des gens qui disent, mais la ville l'évalue ainsi, pourquoi vous pensez pourquoi vous vendez plus cher, blablabla. La ville a une façon de calculer les impôts ou la façon qu'elle va t'imposer ou te faire payer la taxe municipale sur la propriété. Chaque fois que tu achètes, après peut-être 2, 3, 4 mois, ils envoient d'habitude une feuille, je pense même que c'est 2 feuilles, où ils expliquent tous les détails et beaucoup de formules. Ça, c'est l'évaluation municipale, qui est différent donc de la valeur marchande, parce que toi, en tant qu'investisseur, tu veux savoir cette propriété-ci, qu'est-ce que ça vaut sur le marché. Les autres propriétés qui sont comparables à celle-ci, dans les 2-3 derniers mois, ça a été vendu à combien? Parce que la valeur marchande sur un marché est déterminée comme c'est la loi du marché de l'offre et la demande. Après le Covid, quand les gens sont sortis de confinement, parce qu'il y avait trop de demandes, alors le prix des propriétés est monté. Pourtant, l'évaluation municipale est restée la même chose, parce que ceux qui payaient la taxe municipale payaient toujours la même chose. Et puis après, lorsque le marché change de sens, parce qu'il y a des fois où ça arrive, où on rentre en récession, parfois c'est ce qu'on dit souvent, parfois il se peut que les prix soient stabilisés ou même que ça baisse, dépendamment de la situation. Donc c'est ça la valeur marchande qui est différente de la valeur municipale. Alors je vais avancer sur le marché. Je vais finir la présentation. Si vous avez des questions, vous allez les poser plus tard, si vous voulez, mais éventuellement, si vous avez des questions, vous pouvez poser pendant la présentation. Alors, Joseph? oui? Alors, moi, j'ai une question par rapport à l'équité. Exactement, oui, vas-y. Parce que ça trotte dans mon cerveau là, l'année prochaine. En fait, tu es rendu là, je comprends. Alors, quelle est l'approche pour renégocier? Comment est-ce qu'on doit s'y prendre? Ok. Pour négocier quoi? Juste pour avoir négocié pour avoir une nouvelle hypothèque? Le refinancement. Ouais. C'est-à-dire l'équité là. Je te laisse Parce que la liquidité là. Oui. Il faut que, au lieu qu'elle dorme là-bas, il faut qu'elle travaille. C'est une excellente question parce que souvent, c'est bien connu, puis souvent la banque, ce qu'ils vont faire, ils vont vous envoyer un renouvellement, puis vous êtes tellement heureux que vous croyez qu'ils vous ont accepté, que vous le signez rapidement, puis vous le retournez. Puis la banque dit, ouf, une chance qu'ils ne connaissent rien, ces pauvres gens-là. Parce que là, eux, ils se protègent davantage. Parce que quand c'est un renouvellement, ordinairement, c'est 5 ans que les gens prennent comme terme quand ils achètent, parce que les banques puis la SCHL, ils vont forcer les gens à prendre un terme de 5 ans. La raison pour laquelle ils font ça, c'est pour se protéger eux-mêmes, mais ils vont dire que c'est pour vous protéger vous. Mais c'est bien parce que vous allez les croire. Puis la manière qu'ils l'expliquent, c'est facile à croire. Ils vont dire, ben, écoute, si tu fais signer un terme de 5 ans,
tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'auras aucun... Visualise ceci, tu es un locataire, tu n'auras aucune augmentation de loyer, tu n'auras aucune augmentation pendant 50 ans. Imagine-toi si tu es locataire, puis tu vas 5 ans, quelqu'un signe un bail de 5 ans, tu es heureux, n'est-ce pas? Alors ici, c'est ça qu'on fait, on vous protège pour pas que si le marché monte ou descende, que ça vous coûte des sous, puis que ça vous déstabilise. Alors ici, s'il vous plaît, pesez fort ces 3 copies. Les gens signent. Facilement, c'est aussi simple que ceci, là, c'est de numéro 1, c'est que tu vas à la banque où tu es présentement, puis tu leur dis, écoute, je voudrais faire un refinancement. Je veux investir dans l'immobilier, et puis je voudrais faire évaluer ma propriété, et puis aller chercher 80% de la valeur de mon nouveau prix. C'est tout aussi simple que ça. Puis la personne va dire, bon, parfait, où tu travailles, ça fait combien de temps que tu es là, les informations, les questions normales, mais c'est tout aussi simple que de faire aller à une banque ou un courtier hypothécaire. Le courtier hypothécaire va tout te faire ça, lui, sans aucun frais, lui, il se fait payer par la banque. Comme ça, idéalement, tu vas voir un courtier hypothécaire, puis tu lui dis, je veux faire financer ma propriété, j'aimerais avoir un prêt conventionnel. Un prêt conventionnel, c'est un prêt qui est non assuré. Un prêt assuré, c'est quand il y a plus que 80% de la valeur. Alors toi, quand tu l'as acheté, c'était un prêt assuré, parce que tu étais avec la SCHL ou un assureur de même. Et la prochaine fois, tu ne seras pas avec la SCHL. Alors, tu vas aller chercher ta propriété ici, ça vaut 500 000. Bon, parfait. Alors, 500 000, 80% de 500 000, bon, c'est 400 000, n'est-ce pas? Alors, 400 000, bon, ils vont dire, bon, 400 000, voici ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter cette hypothèque-là, puis on va te remettre une nouvelle hypothèque de 400 000. Alors, ils vont donner la différence en argent. Ils vont te mettre dans ton compte de banque. C'est tout aussi simple que ça. Puis toi, à ce moment-là, il faut que tu détermines ce que tu vas faire avec cet argent-là. Évidemment, ce qu'il laisse là, c'est le bout de... On ne dira pas le restant, mais c'est... Alors, mais idéalement, là, c'est là où il faut regarder, prendre avantage de l'argent. Mais vous pouvez aussi vous acheter une auto neuve, puis payer pour, et puis vous ne payerez jamais d'impôt sur cet argent-là, tant aussi longtemps que vous ne la vendez pas. Alors, la grosse puissance de l'immobilier, c'est que tu peux le refinancer en tout temps. Si vous vous demandez comment les gens riches ne payent pas d'impôts, là, regardez bien, je vais vous dire dans 15 secondes. C'est parce qu'ils connaissent l'immobilier puis ils prennent avantage du système. Le système a été mis ensemble pour les gens qui comprennent. Mais ils veulent vous garder la masse dans le noir. Oui, c'est ça. Alors, ici, ce soir, il fait pas mal noir, malgré qu'on va aussi, on va vous éclaircir par sa part. Mais si on se comprend bien, c'est tout aussi simple que, regardez bien, une propriété. Par exemple, Jenna, elle a une propriété, un condo, 300 000 il est payé, elle ne doit rien dessus. Alors ça, c'est pareil, si elle avait 300 000 à vendre, ça ne donne rien. Alors, Jenna est une femme sage, elle dit, ben écoute, ouais, ce que je vais faire, je vais acheter un duplex, je vais acheter un terrain, je vais prendre l'argent de là, pour le mettre là, puis je vais brasser ça, puis je vais bâtir ça, puis alors, elle prend avantage de son pouvoir d'achat. Puis elle va chercher l'argent pour faire de l'argent. Alors, vous avez souvent entendu parler qu'il faut avoir de l'argent pour faire de l'argent dans l'immobilier. Ça, c'est pleinement la phrase plus commune. Mais il y a une chose que les gens oublient, c'est pas obligé d'être votre argent. Vous pouvez prendre l'argent des autres. Puis nous, c'est ce qu'on spécialise dedans, puis c'est ce qu'on enseigne, comment prendre avantage des gens qui veulent faire de l'argent d'une façon passive, puis nous autres, on le fait d'une façon active. Alors, est-ce que ça répond bien à ta question, André? Oui, l'évaluation. Tu as utilisé un terme, je peux prendre un évaluateur, un outil. Ordinairement, c'est la banque qui va envoyer l'évaluateur. Okay. Ouais. Parce qu'ils vont avoir un petit peu peur que tu t'arranges avec l'évaluateur. Okay. Ça se fait pas. Et là, ça sera supporté par la banque. Oui, par la banque. Mais la banque va peut-être te charger comme 300$ ou 400$ pour l'évaluation. Ouais. Ça se peut pas bien. Non, c'est bon. Et vont me sentir passer. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Vous allez continuer? Non, c'est bon. Je pense qu'il y a une autre question, je suis le point. Ok. Ça va un peu dans le... Ok, dans le même sens, oui. Sa question. Quand la banque te refinance, Oui. très bien. L'hypothèque que tu avais, la banque au départ augmente. Parce qu'il faut que tu rembourses le refinancement qu'elle t'a fait. C'est ça?
Bon point. Alors, là, il va recevoir 400 000, il va payer probablement le 150, 175 000 qui reste à faire parce que son hypothèque a baissé beaucoup. Alors, la différence entre 400 et 175, qui est exemple 225, 300 000, ça va être allé. Ok. Ouais. Ça veut dire que son hypothèque sera entièrement payée. Non, son hypothèque va être plus élevée. Ça va passer à 400. Au lieu de voir 200, au lieu de voir 175, il va voir 400. Puisqu'il a pris l'eau dans À l'espèce. la banque là dessus. Maintenant, c'est là où il faut comprendre. Écoute, C'est pour ça qu'il faut prendre. c'est pour ça qu'il faut savoir. Pour qu'on prenne avantage de toutes vos questions, on préférerait que vous les envoyiez sur nous, s'il vous plaît, parce que vous pouvez discuter en temps et l'autre, puisque là, tout d'un coup, boum, 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 puis on perd un peu le nord. Alors, nous, on est dans le nord, alors vous lancez tout dans le nord. Alors, je pense qu'il y avait un peu d'ambiguïté là, avec toi, là, si je ne me trompe pas. C'est correct. C'est correct, là? C'est correct. Parfait, merci. Donc, tirer la fait au clair. Oui. Alors, quand vous voulez poser une question, c'est seulement élever la main. Oui, vas-y. Oui, Arthur. Ma question c'est, lorsqu'il a fait cette équité, il a retiré cet argent, quelle est la valeur de cette propriété à cet instant-là? Très bonne question. Ça, cette valeur-là va être déterminée par l'évaluateur. Puis l'évaluateur, lui, il évalue eux autres de 2-3 différentes façons. Mais la façon la plus commune, c'est les comparables de la région. Les comparables, les propriétés qui sont dans le même secteur, ordinairement sur le même code postal ou tout près. Là, c'est comme ça que les valeurs sont déterminées. C'est par des propriétés. Les vrais comparables sont déterminés par des propriétés vendues dans les derniers 90 jours, puis ça a pris moins que 90 jours à vendre. Pourquoi ils établissent ça? Parce que si ça prend plus que 90 jours à vendre, c'est parce que c'était pas au bon prix. Oui. C'est pour ça. Est-ce que ça répond bien de question? L'état de la maison influence. Je veux dire, en fait, ma question c'est, lui le propriétaire, est-ce que la maison lui appartient? Ben oui. Maintenant, est-ce que son hypothèque initiale reste ou alors il est recalculé à nouveau? Oui, il est calculé. Donc, il dit l'hypothèque, dans son cas, là, il va avoir une nouvelle hypothèque de 400 000. Il a probablement une hypothèque d'à peu près 150 ou 175 présentement. Là, parce qu'il a acheté à 250, puis 7 ans plus tard, l'hypothèque a baissé. Alors, c'est ça quand on parlait de l'équité tantôt. Alors, ça, c'est la capitalisation, le capital a baissé. Puis l'autre côté, c'est l'appréciation. Alors là, la gappe dans le milieu, là, ça, c'est l'équité. Alors, ça, c'est la capitalisation, puis l'appréciation, puis l'espace dans le milieu, c'est qui est créé par les années, puis par l'investissement qu'ils ont fait. Est-ce que c'est un peu tourmentant ou c'est-tu correct? Je pense que c'est correct. Merci. Alors, l'hypothèque, quand vous refinancez, ça va toujours augmenter, ou bien donc que vous payez, vous réduisez, vous pouvez réduire vos années aussi. Là, il y a toutes sortes de façons de jouer avec ça. Là. Mais dans notre cas, nous, ce qu'on recommande aux gens, c'est de prendre l'argent pour faire la. Alors oui? Oui, c'est juste faire une petite précision, alors dans le sens de question du. Donc, quand tu refinances, tu recommences avec un nouveau tableau d'amortissement. Et puisque la valeur est plus élevée, la mensualité doit naturellement être plus élevée. Mais sauf que vous avez pris de l'argent que vous avez investi ailleurs et qui veut pouvoir payer le montant qui est élevé, donc vous êtes vous gagnant. Est-ce que tu me permets ou tu veux répondre? Oui, je peux. Bon, Il y a deux petites choses. Tu as pris pour acquis que le paiement sera plus élevé. Ouais. Et si le taux d'intérêt est plus bas, c'est normal, parce qu'on est en train de mettre un peu de moule. Mais quand le taux d'intérêt baisse, puis vous êtes gelé pour 5 ans, mais vous n'êtes pas chanceux. Mais si on se comprend bien, quand tu vas refinancer, si le taux d'intérêt est plus bas, alors à ce moment-là, il y a une de 2-3 choses que tu peux faire. Tu peux raccourcir ton amortissement. Là, si tu veux. Parce que si le taux d'intérêt, comme là, 5 ans, le taux d'intérêt, ou 4 ans, le taux d'intérêt à 1,9. Oui. Alors, moi, le fils de ma copine, il a acheté une maison à 1,9 pour 5 ans. J'ai dit, tu vas avoir une surprise dans un an. Parce que le taux est autour de 4. Là. Oui, 4,2. Alors, c'est ça. Alors, mais quand le taux baisse, ben, ton paiement va baisser.
Puis si ton paiement est pour baisser, puis si tu es habitué à ce paiement-là, raccourcis ton amortissement pour le payer plus rapidement. Mais si tu es un investisseur, tu ne fais jamais ça. Si tu veux payer ta maison, puis tu as la sécurité pour toi d'avoir une maison payée, c'est ça que tu fais. Alors, on va remettre ça à Joseph. En fait, je voulais justement dire, la prochaine session, et c'est une personne que tu connais, c'est un courtier hypothécaire, Karim, que tu connais, il va faire la présentation sur le financement et le refinancement. C'est un courtier hypothécaire, il est bon, il est vraiment, parce qu'il a financé au moins une personne ici dans la salle. Donc, il est très bon. C'est le sujet du financement et du refinancement uniquement qui va parler à la prochaine. En fait, il y aura 2 thèmes. Ce sera l'un des 2 thèmes. Donc, préparez vos questions liées à ça. On va vous partager les 2 thèmes qui seront présentés la fois prochaine pour préparer vos questions et tout ce que vous voulez savoir. La prochaine session maintenant, c'est le marché. L'immobilier, d'habitude, on parle de beaucoup de choses ici, mais je vais juste présenter quelque chose que je n'ai jamais présenté. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais Joseph, pourquoi tu es dans l'immobilier, pourquoi tu n'es pas dans ci ou pourquoi tu n'es pas dans ça. Une des choses, parmi, entre autres, qui m'avait fait rentrer dans l'immobilier, c'est que je m'étais rendu compte que dans le système nord-américain, parce qu'on est dans le système États-Unis-Canada, la plus grosse part d'argent qui circule dans le système est dans l'immobilier. C'est le premier et puis le suivant, c'est le stock market, en fait, c'est les actions. Et puis les obligations, ça c'est les bonds. On appelle souvent ça les bonds. Donc, parce qu'il y a des gens qui me disent, mais écoute, le marché de l'immobilier, ça va chuter, blablabla, etc. Parce que le système, je pense que c'est entre 30 et 35% de toute la valeur qui est dans le système monétaire est dans l'immobilier. Alors, si un système dépend de quelque chose, même si ça tombe, le système va se battre parce que ça revient debout. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Regardez la crypto-monnaie. Ça veut tomber, ceux qui sont là-dedans se battent parce que ça monte. C'est comme ça que ça marche. Mais si la crypto-monnaie fonctionne, alors le système bancaire va un peu être boiteux. Je pense que c'est un peu la guerre qui est entre les deux. C'est ce qui se passe. Alors, pourquoi on est dans l'immobilier? On a souvent parlé de la pyramide de Maslow. Il faut être là où il y a les besoins primaires. Et le logement, c'est un des besoins primaires. C'est parce que j'ai déjà parlé de ça tellement que plusieurs personnes ici le savent, que je suis venu présenter ça. Et si vous partez regarder à la Banque fédérale des États-Unis, je pense qu'ils ont cette information qu'ils partagent là. Ils donnent même les chiffres de combien sont dans l'immobilier. Quelqu'un qui veut démarrer un dépanneur au quartier, il y a une partie de son fonds ou de son business plan qui rentre dans l'immobilier. Il va louer la maison. Walmart, il y a une partie qui rentre là-dedans. Tu veux démarrer un bureau dans, je sais pas, dans n'importe quoi, il y a une partie qui va rentrer dans l'immobilier. Donc du coup, le système est rattaché là-dedans. Alors autant mieux être là où le jeu se joue que d'être à la périphérie. Réellement, ça c'est une des choses. Maintenant, le marché de l'immobilier, le marché fonctionne en cycle. Ce n'est pas seulement l'immobilier. Parce que ici, je parle de ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, lorsque le taux d'intérêt monte, ils se disent non, ce n'est pas le moment d'acheter. Lorsque ça baisse, il y a beaucoup de personnes qui vont acheter. En fait, le marché est tout le temps dynamique. Le marché est dynamique. Selon la phase de marché dans laquelle on se trouve, il y a juste une stratégie. Il faut savoir s'ajuster. Je vais prendre un exemple pratique. Avant Arthur, quand je suis arrivé, il m'a dit qu'il faisait uniquement des unifamiliales. Je faisais uniquement des unifamiliales. Je te laisse expliquer un peu ça. Je faisais des unifamiliales puisque la façon que je prends pour aider les gens à le financer, il n'y avait pas de grosse différence entre les loyers et puis être propriétaire d'une maison, d'une unifamiliale. Puis le taux d'intérêt était tellement bas, parce que le taux d'intérêt était bas, c'était la raison numéro 1, à part de l'inflation, que les propriétés étaient à un prix raisonnable et abordable. Alors là, quand le taux d'intérêt a augmenté, quand le COVID est arrivé, ça a tout reviré à l'envers. Alors moi, j'ai pris un recul, puis là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que là, je ne peux plus les vendre, les unifamiliales. Là. Parce que les gens qui auraient acheté une unifamiliale, puis qui auraient payé à l'époque 1500 $, puis que la location leur aurait coûté à peu près 1200-1300, c'était seulement 200-300 $ de plus, puis c'était facile d'expliquer aux gens que c'était comme une méthode forcée d'économiser, etc. Pour dépanner 300 €. Puis, alors, mais là, tout d'un coup, ça partait de 1200 puis 1500 $, puis ça allait à 2500 puis 3000 $, parce que le taux d'intérêt est parti de 1,9, puis dans un rien de temps, il était à 6, 6,5.
Alors là, je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, j'ai dit, écoute, c'est assez simple. J'ai vu ça 2 fois dans la vie, j'ai eu beaucoup d'expérience. Alors, j'ai dit, le cycle est que là, c'est que tu vas faire voir aux gens que ne nous affolons pas. 2 amis se mettent ensemble, achètent un duplex, un reste en haut, un reste en bas, et puis achètent ça ensemble. Puis là, s'ils le veulent 1 an ou 2 ans, ou quand le marché se replace, ils le vendent ou ils le refinancent, puis ils prennent de l'argent, puis ils s'achètent une propriété. Mais plus rapidement que ça, il y a un paquet de gens qui voulaient investir, là, parce que le monde le savent que le temps d'acheter, c'est quand les autres n'achètent pas. Parce que là, tu ne rentres pas dans le jeu de la guerre des prix. Plus que la demande est haute, plus que les prix sont hauts. Alors là, si les taux d'intérêt augmentent, la valeur, les taux d'intérêt augmentent, alors le monde dit « Hey, l'immobilier, wow, c'est plus le temps d'acheter ça, pensez. Quand moi j'ai acheté ma première propriété, j'ai des bonnes nouvelles pour vous, le taux d'intérêt était très bas. Il était 19%. 19,8. 19,8% quand j'ai acheté ma première propriété. Alors le monde il disait, ben, il est un beau jeune garçon, mais il est semi-mental. Parce que tu sais, quand tu dis à quelqu'un j'ai acheté une propriété, j'ai payé 19%, et la créativité, puis les cours que j'avais pris, j'ai venu à bout de négocier, puis si jamais je vous expliquerais ça, vous rigoleriez beaucoup. Puisque c'est beaucoup de questions de connaissance, puis d'être à l'aise, puis comprendre comment ça fonctionne. Pour prendre avantage de quelque chose, il faut comprendre, parce que le pire ennemi, c'est quoi? C'est la peur, n'est-ce pas? Oui, c'est la peur de quoi? L'inconnu. C'est la peur de l'inconnu. Quand on est quand on ne connaît pas quelque chose, mais si on veut la connaître, ben, on a plus la peine soit de lire des livres, sur YouTube, n'importe quoi, ou se joindre à des gens qui ont le parcours, puis qui l'ont fait, puis ça va leur faire plaisir de te prendre par la main, puis d'y aller ensemble. Alors, j'ai-tu bien répondu? Non, c'était moi, oui. Deux petites questions, là. C'est moi qui t'ai passé. En fait. Ah, là, j'ai pas dit un bout, là. Non, c'est bon. En fait, ce que j'expliquais ici, dans cette partie, c'est. Ah oui, excuse-moi, pardon. En tout temps, l'immobilier se fait. Parce que y a des gens qui pensent qu'il y a des moments où il faut attendre, il y a des moments où il ne faut pas attendre, etc. Quand tu es dans un marché, tu dois juste t'ajuster à ce qui se présente. Et puis, c'est comme tout homme d'affaires, même en dehors de l'immobilier, tu dois t'ajuster et résoudre des problèmes qui se présentent ou adapter ta stratégie à ce qui se présente. Un coach d'une équipe de football, quand il arrive sur le terrain et que son jeu qu'il a mis en place ne fonctionne pas, quand on prend le break, parfois il revient, il a changé les cartes sur le terrain. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut apprendre les règles et jouer avec. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ça, mais le marché de l'immobilier fonctionne comme ça et c'est régulé la plupart du temps par les taux d'intérêt. Lorsqu'il y a trop de demandes et que tout le monde s'affole comme à la fin de 2020, généralement ce que le système fait, c'est qu'il faut monter les taux d'intérêt, ça ralentit le marché. Et puis, lorsque ça commence à être compliqué, ils vont baisser progressivement pour relancer le marché. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors, les intervenants dans l'immobilier, je vais juste citer quelques-uns comme ça rapidement. Je parle de ceci parce qu'il y a des gens qui parfois veulent être dans l'immobilier, mais ils veulent juste être courtiers. Et ils sont corrects parce que c'est pas comme si c'est toute une profession, etc. Alors, je prends l'exemple de quelqu'un qui va acheter une maison. Tu vas rencontrer un courtier immobilier au début. C'est celui qui va te faire, parfois même avant le courtier immobilier, tu vas rencontrer un courtier hypothécaire qui va te faire une préqualification. Les courtiers hypothécaires, c'est ça leur rôle. Ils vont vous aider à évaluer combien est-ce que la banque ils vont vous aider à évaluer à peu près combien la banque va vous donner. Et c'est basé sur vos revenus, vos dépenses, vos dettes, etc. Après les courtiers hypothécaires, il y a les courtiers immobiliers. Eux, leur rôle dans le système, c'est de vous faire voir toutes les propriétés possibles et de vous faire acheter 1, 2, 3, le maximum possible. Parce que eux, ils sont payés par commission. Donc, il y a les courtiers immobiliers, il y a les courtiers hypothécaires. Après les courtiers hypothécaires, il y a les banques qui sont eux aussi un acteur dans l'immobilier. Après les banques, il y a les avocats ou les notaires, dépendamment de quelle province on se trouve. Au Québec, c'est généralement les notaires qui font les transactions.
en Ontario et je pense dans les autres provinces du Canada, ce sont les lawyers. Maintenant à l'intérieur, chacun est spécifié dans un domaine. Les avocats, j'ai parlé de tout ça. À la fin, il y a, après les banques même, il y a les prêteurs secondaires, mais tous ce sont des prêteurs. Il y a les prêteurs secondaires, il y a les prêteurs de rang A, B et C, je pense, ou 1, 2, 3. Et, quel autre intervenant? Il y a les gens qui bâtissent. Il y a les gens qui bâtissent les propriétés, les constructeurs, etc. Donc, tout ça, ça fait partie de l'écosystème de tous ceux qui sont dans l'immobilier. Et enfin, oui, avant que je finisse, et enfin, il y a les investisseurs. Parce qu'on ne va pas l'oublier, c'est ce que nous on fait. Il y a les investisseurs. Et en tant qu'investisseur, avec le parcours que j'ai fait jusqu'ici, ce que j'ai compris, c'est qu'en tant qu'investisseur, réellement, au début, Arthur le disait, je ne comprenais pas très bien, mais tu vas porter parfois en une journée toutes les autres casquettes. Donc, ça dit que quand tu veux acheter une propriété, il faut que tu regardes cette propriété en tant que toi qui veux faire du profit là-dessus. Ensuite, tu le regardes en tant que celui qui va, par exemple, l'acheter de toi après. Ensuite, tu le regardes comme la banque va le regarder pour le financer. Parce que si une des personnes dans la chaîne va bloquer, c'est que tu ne peux pas faire ton investissement jusqu'à atteindre le bout. En tant qu'investisseur, tu dois regarder même si le courtier qui va éventuellement t'aider à faire la vente ce serait intéressant pour lui de le faire avec toi. Tu dois le regarder avec l'œil du prêteur privé qui va te prêter les fonds au cas où il y a un prêteur privé qui rentre dans le jeu. Tu vas le regarder selon l'angle juridique, parce qu'il y a les notaires chez qui tu vas aller, va te dire non, 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 je ne touche pas ceci, etc. Donc, les entrepreneurs dans ça, c'est parfois un peu ceux qui sont les hommes à tout faire, disons, de l'immobilier. Même en tant que, tu vas regarder comme un contracteur. Parce qu'après que tu l'as acheté, si éventuellement tu veux faire des travaux, il faut bien qu'avant de l'avoir acheté, que tu aies vu combien ça va te coûter, qu'est-ce qu'il faut faire comme travaux, qu'est-ce que je dois mettre, est-ce que je dois changer les ampoules, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois... Que ce soit pour vendre ou que ce soit pour mettre en location. Il faut que tu le regardes avec l'œil du locataire. Si je mets telle chose ici, est-ce que je peux faire passer le loyer de 1000 à 1200? Si tu ne le regardes pas en tant que quelqu'un qui veut venir louer, tu ne peux pas comprendre la logique dans laquelle celui à qui tu veux louer la propriété, comment il va le regarder. Donc c'est ça là, les derniers professionnels de l'immobilier que je vais parler ici. C'est dit, Joseph, oui. C'est dit que parmi les acteurs de l'immobilier, il y a les locataires qui sont les gros acteurs de l'immobilier qui aident l'investisseur à payer sa maison au fil du temps. Exactement. Quand tu vas acheter ta propriété, et on parlait tantôt justement d'une hypothèque qui passe de 175 000 à 400 000. Réellement, en tant qu'investisseur, si tu as une propriété qui a été payée par un locataire du moment où ça valait 200 000 jusqu'à ce que ça vaut 500 000, ensuite tu vas aller sortir 400 000 pour faire ce que tu veux faire avec, et qu'il y a toujours ce locataire qui est là, qui va continuer de payer. Dans le fond, tu fais ton calcul, je retourne sur l'investissement, qu'est-ce que j'ai mis, qu'est-ce que je gagne? C'est tout. Dès que tu fais ton calcul, ce que toi tu as mis, tu le sais clairement, tu sais ce que tu gagnes. La balance sera payée par quelqu'un d'autre. Et il y a même des gens qui sont très fiers de payer. Il y a des gens qui m'ont dit non, Joseph, je ne vais jamais sortir de la location. Je lui demande pourquoi. Ils me disent non, 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 je ne veux pas ici, je ne veux pas de ça, etc. Et puis après, il se rend compte qu'en 5 ans, il a payé plus qu'il aurait mis de mise de fonds même parfois. Donc, c'est réellement ça. Je vais avancer donc. Sur cette partie, je pense qu'on est presque... Oui? J'avais une question. Il y a un appel que tu n'as pas mentionné, c'est pas peut-être c'est moi qui me trompe. L'État dans tout ça, puisqu'il y a les taxes municipales, il y a les inspecteurs qu'il faut payer, il y a même quand tu as vendu la propriété, il y a ce qu'ils appellent le taxe de bienvenue ou le land transfer tax. taxe de bienvenue, tout ça. Après, même quand tu fais l'équité, il y a que si tu ressors l'argent, tu dois payer ce qu'ils appellent les impôts, gain capital éventuellement. Donc, il y a ces deux acteurs aussi. Ta question, elle est un peu ambiguë, mais si j'ai bien compris, là, toi, tu te demandes quand tu refinances, répète le dernier quart, juste le dernier bout, là. Non, le dernier bout, c'est pas aussi important que les autres. L'essence, c'est le gouvernement. Le rôle de l'État dans la chaîne. Le rôle de l'État dans la chaîne. En fait, c'est une très bonne question. Je pense que c'est même le gouvernement, réellement, c'est un peu comme... Je
pense que c'est presque celui qui établit les règles du jeu. Il n'y a pas de transfert potentiel. Donc, si tu veux jouer au damier, c'est le gars qui a le tableau. Vous vous souvenez, je pense que beaucoup vont se souvenir de ça, quand on était jeune, on voulait jouer au foot. Et il y a le gars qui, le ballon lui appartenait. C'est lui qui choisit le Ah, je vais expliquer ça pour que vous compreniez. Tout le monde a compris que c'est pas vous. En fait, quand on était jeune, disons que toi, Arthur, je suis ton fils, tu m'achetais un ballon. Oui. Je suis content, je vais dans la cour avec, jouer avec mes amis. Parce que c'est moi qui ai le ballon, tout le monde doit s'arranger à ce que je sois heureux. Ben oui. Parce que si je suis pas heureux, Tu deviens le meilleur joueur. Tu es le meilleur joueur. Dans le business, il appelle ça, est-ce qu'on comprend pas mal tout l'anglais ici? oui. Okay. Il appelle ça the golden rule. Oui. He who has the gold rules. Exact. C'est le même jeu que le ballon. Ça. Oui. Une personne qui a l'art contrôle la situation. En fait, donc le gouvernement, en fait, c'est lui qui a le ballon ici. Donc tu t'arranges à ce que, généralement, tout le monde qui est dans un jeu s'arrange même à ce que le système ne regarde même pas ce qu'il est en train de faire. Tu t'arranges à rester à l'intérieur de la zone verte. Parce que oui, parfois ils vont regarder et voir que c'est clair, mais personne n'aime qu'on vienne fouiller dans ses affaires. Donc généralement, c'est pour ça qu'il faut connaître les règles pour pouvoir savoir comment jouer avec. Réellement, c'est ça. Je pense que c'est un point important que tu as amené à la table. Parce que si on parle d'une petite règle que vous avez sûrement entendue, à un moment donné, ils ont changé la loi. Il faut, tu pouvais faire le tant de flips que tu voulais, puis il n'y avait pas de réglementation là-dessus. Là, finalement, ils ont dit, bon, alors, ça, là, ils vont mettre le gain de capital, puis le gain personnel. Alors, si tu en fais 1 ou 2 par année, c'est correct, ils vont ajouter ça comme un gain de capital. Mais si tu en fais 3, 4, bien là, ils vont prendre ça, puis ils vont ajouter ça à ton revenu imposable. Non, ils vont te charger comme une business. Alors là, tu payes de l'impôt fou. Alors là, après ça, ils ont changé la règle parce que le monde a compris le jeu. Ils ont dit là, ils vont changer. Vous n'avez pas le droit de flipper une propriété si ça ne fait pas 1 an que vous l'appartenez. Parce que si vous l'appartenez, vous la vendez en dedans d'1 an, vous allez payer ce qu'on appelle un gain, pas un gain de capital, le gain de capital n'existe pas dans ce niveau-là. Ils vont prendre le revenu, si vous faites un revenu de l'argent ou pas, tu vas le payer. Ils vont l'ajouter à votre revenu imposable pour que vous payiez de l'impôt encore en foyer. Alors, quand le règlement a changé comme ça, mes amis ont dit, hey, là, t'es mal pris, hein, tu ne peux plus flipper comme tu voulais. Ben, j'ai dit, mais qu'est-ce que je comprends pas? Ben, ils ont dit, écoute, tu ne peux pas l'en faire, il faut que tu le gardes 1 an parce que sinon, tu vas payer de l'impôt. Non, j'ai dit non, là, je vais m'incorporer, puis au lieu que je paye 50 ou 40 ou 30, je vais payer 20. Puis je vais continuer. Puis c'est là où quand on comprend le jeu, puis on est à l'intérieur d'un jeu, le plus qu'on le comprend, le plus qu'on peut en prendre avantage. Parce que les gens de l'extérieur qui ne comprennent pas ça, ils disent, ben, voyons donc, tu sais. Comme nous, parfois, on paye de 12, 13, 14%, dans les cas 15, 16% pour acheter une propriété. Non, mais c'est pour 2, 3, 4, 5 mois. Et puis, on joue avec l'argent des autres. Puis si on est pour payer, puis c'est pour nous coûter 50 000, puis si on est pour faire 200 000, ben c'est pas le 12, 13, 14% qui est tannant, c'est le fait qu'on peut faire de l'argent avec l'argent des autres. Retour sur investissement. Qu'est-ce que je mets et qu'est-ce que je sors? OK. Maintenant, ici, as-tu les 2 points qui restent à la présentation? On a parlé des professionnels. C'est quoi les qualités d'un investisseur et puis c'est quoi les risques et les erreurs d'un investisseur débutant? Merci beaucoup. Ouais. Alors, si on parle de qualité d'un investisseur, je pense que la qualité d'un investisseur, c'est réellement sa vision et puis sa compréhension du marché. Et puis de mettre tout l'effort possible pour avoir le plus d'informations pour améliorer sa confiance. Parce que je pense que l'investisseur en immobilier, c'est une personne qui a compris comment faire de l'argent sans travailler trop fort. Alors, si on veut, le qualificatif numéro 1, je croirais réellement, c'est sa vision et sa compréhension des figures.
s'il peut concevoir comment ça fonctionne. Alors, je pense que ça, c'est la chose numéro un. Mais il y en a énormément de choses qui sont importantes. C'est de savoir comment on va jouer ce jeu-là. Est-ce qu'on veut le jouer seul? Est-ce qu'on veut le jouer avec une autre personne? Est-ce qu'on veut avoir des prêteurs privés? Est-ce qu'on veut jouer avec la banque? Au début, vous pouvez en faire une ou deux transactions avec la banque, puis ils vont jouer avec vous. Et si vous achetez une propriété, exemple, puis vous payez 300 000, bien, ils vont vous prêter 80% de 300 000. Alors, pour l'acheter, la propriété, il vous faut 60 000. Puis là, ben, c'est pas tout le monde qui a 60 000. Alors, dans notre situation, on préconise une approche très, très particulière. On joue avec l'argent des prêteurs privés. Quand tu joues avec l'argent des prêteurs privés, c'est là où ton taux d'intérêt est plus élevé. Mais c'est pas grave, c'est pour 2, 3 mois, 4, 5 mois, 6 mois. Dans les cas, c'est un petit peu plus court. Des fois, c'est un peu plus long. Il faut essayer de comprendre qu'on ne ferait pas le business si on n'avait pas l'argent. Tu sais, je me fais souvent dire, tu as divisé ça en 7 étapes, l'immobilier. C'est quelle étape qui est la plus importante? Et moi, je dis toujours aux gens, ben, ça dépend à quelle heure tu te lèves le matin et qu'est-ce qu'il y a à faire. Là. Parce que jusqu'à temps qu'on trouve une propriété, ben, c'est la chose qui est la plus importante. Puis une fois qu'on l'a trouvé, ben, il faut l'analyser, puis il faut l'acheter au bon prix, puis il faut faire ses devoirs pour être certain que l'argent qu'on va mettre dedans, puis regarder le prix de vente éventuel, alors il y a une analyse assez intense. Là. C'est sûr qu'avec le temps, puis quand on est avec des gens qui sont habitués là-dedans, l'analyse se fait comme ça, là, parce qu'on connaît le marché. Tu viens jouer. Alors on joue le marché qu'on connaît. On ne fait pas croire qu'on connaît un marché on ne joue pas dans un marché qu'on ne connaît pas. Alors, je pense que c'est l'éducation, la formation et la compréhension, et puis d'être assez sage pour prendre avantage, puis se tenir avec les gens qui peuvent nous aider à grandir. Je pense que ça, c'est l'investisseur typique qui débute, là, je pense que c'est ça la chose la plus importante. Mais vous allez tous entendre des anecdotes d'horreur. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte peut-être en arrière, juste pour avoir un petit peu plus d'air qui rentre, s'il vous plaît, juste ouvrir comme je suis ouvert. Alors, quand on parle des anecdotes, les gens aiment ça s'effrayer. Alors, quand on parle de ça, je me fais souvent poser, c'est quoi le plus gros risque qu'il y a dans l'immobilier? Le plus gros, j'en ai parlé tantôt, c'est de choisir la mauvaise propriété, dans le mauvais secteur, au mauvais prix. Puis ça, ben, c'est juste une question d'expérience. Parce que si vous allez acheter une maison qui est raisonnable, à côté d'une traque sur un côté, puis un cimetière sur l'autre côté, puis c'est toutes des propriétés qui sont moyennes, puis vous dites que vous allez mettre 100 000 $ dans cette propriété-là, pour que ça soit la plus belle maison sur la rue, comment que vous allez mettre 100 ou 200 000, la valeur n'augmentera pas. Parce que vous êtes mal choisi. Qui veut demeurer à côté d'un cimetière, à côté d'une traque, sur une rue, les propriétés sont toutes en détresse. Alors, vous voulez trouver la pire propriété sur la rue, puis vous regardez autour, puis la pire propriété sur la rue, ben, c'est elle qu'il faut regarder attentivement. Et puis, ordinairement, les gens qui appartiennent à ces propriétés-là, c'est des gens qui sont motivés à vendre. Parce qu'ils veulent réellement pas les avoir. Parce que ça leur crée des problèmes. Si il y a des locataires qui ne payent pas, ou ils n'ont pas de locataires, etc., etc. Alors, nous, dans notre business, c'est pas aussi simple que de comprendre que jusqu'à temps qu'on la trouve, c'est de la trouver. Après ça, c'est de l'analyser. Puis après qu'on l'analyse, il faut la financer. Alors, on va tout revirer ça à l'envers. Avant qu'on commence, on finance. Alors, le financement est à la place. Nous, là, quand on achète une propriété, on ne regarde pas pour le financement. On téléphone le financier, on lui dit, nous avons une propriété, on la paye 300 000, on veut avoir 325 000, on aimerait ça avoir ça chez le notaire, dans 3 jours, tu peux-tu faire ça? Oh oui, il n'y a pas de problème. Imaginez-vous, nous, les prêteurs, ils nous prêtent plus d'argent que la banque pense que la propriété vaut dans l'état actuel. Pourquoi? C'est parce que les autres savent qu'on va mettre plus d'amis dedans. Ils jouent avec nous, ça fait assez longtemps. Alors, on leur dit, écoute, pour te sécuriser, mets une hypothèque de 100 000 de plus. Tu nous prêtes 300, mets une hypothèque de 400. Alors,
On ne doit pas 400, mais ça lui fait voir qu'on est très confiant. Puis on n'est plus obligé de forcer la note parce que les gens, souvent, ils vont nous téléphoner et ils vont dire qu'est-ce qui se passe avec toi, tu es après faire faillite, tu as fait 3 mois que tu ne m'as pas parlé. Tu sais. Alors tu dis, ben écoute, voici, je vais te parler plus tard. Quand j'aurai besoin de toi, je te parlerai. Mais il y a des nouveaux prêteurs qui joignent à nous, puis les taux d'intérêt sont un peu moins élevés, les conditions sont plus bonnes. Puis c'est pour ça qu'on shift un peu. D'ailleurs, il y en a un dernièrement là, qui nous faisait des grimaces. Là. Il dit, tu prends avantage de moi, ben, tu prends mon argent jusqu'à quand même besoin. Je dis, tu me prends-tu pas le fou? Tu penses-tu m'emprunter ton argent, puis marcher dessus, puis te payer 14%, puis ça me donne 3%, moi, pas 11% par mois, là, tu sais. Alors, j'ai dit, si tu veux pas jouer avec nous quand on veut jouer, ben, j'ai dit, c'est à toi l'argent, fais juste me dire, rentre par mon téléphone. Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais dis ce que tu veux dire. Ces gens-là, c'est très important que vous allez voir avec le temps que si les gens qui vont joindre à nous, qu'ils vont comprendre ça. Maintenant, quand on parle des risques dans l'immobilier, là, à part de celui qu'on a parlé, c'est de prendre le mauvais partenaire. Ou en plus d'essayer disons, de faire trop de rénovation. Nous, quand on fait de la rénovation, là, on dit qu'il y a un patois qu'on essaie de se tenir très loin. Le patois qu'on dit, c'est tant qu'à y être. On est après mettre ça, là, on fait ce mur-là, on va faire ça comme ça. Ici, là, on était pour mettre du plancher flottant, mais je pense qu'on va mettre de la céramique. Tant qu'à y être, on va mettre de la céramique. Alors, on ne regarde pas que le prix est 5 fois plus cher. Mais ta blonde a passé et a dit que la céramique, ça servait pour nous aussi. Moi, j'ai dit à ma blonde, oui, tu as pleinement raison. Alors, on partage les profits sur cette transaction ici, oui. Alors, le surplus que ça va prendre pour faire la cérémique au lieu du plancher flottant, on va le prendre de ta partie du profit si tu correct. Non, ça va être correct, le plancher flottant. alors c'est juste une question de. On est dans le business, excusez-moi d'être si direct, on est dans le business de faire de l'argent. Puis, quand on comprend l'immobilier, on fait de l'argent ensemble. Puis c'est pour ça qu'en allant chercher des gens qui ont le désir de bâtir quelque chose, les gens, prennent de l'ampleur, prennent de la confiance, puis souvent, au début, là, quand un locataire ne paye pas, là, c'est dramatique, ça. C'est dramatique. Parce que là, il faut que tu sortes de 500$, 1000$, 1500$ pour le mois, là. OK. Oh, je n'avais pas pensé à ça. Wow, ben, ne joue pas un jeu que tu ne connais pas, puis assure-toi que si tu joues avec quelqu'un, si tu joues un jeu que tu ne connais pas, joue avec quelqu'un qui peut tenir le coup si le coup, il y a un coup. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais, cependant, vous allez rapidement comprendre que vous ne jouez pas à ce niveau-là. Parce que si le gars ne paye pas, on le sait tout que le jeu est arrangé pour protéger le locataire. On le sait tout, ça. Mais on ne se rend pas fou à ce niveau-là. Alors, il faut savoir que si le gars ne paye pas, ben écoute, tu payes, puis tu vas avoir un crédit d'impôt parce que tu as déclaré une perte. Puis c'est comme ça qu'il faut comprendre le jeu. C'est pour ça qu'il faut vous parler de ces choses-là, parce que si vous ne voyez pas ça, ben écoutez bien, avec honnêteté, vous allez vous faire mal quand vous allez jouer le jeu. Parce que la construction, là, nous, dans notre jeu, là, quand on fait des rénovations, c'est moins pire maintenant, là, parce qu'on parle du pied carré, puis du pied linéaire, puis de la plomberie, puis de l'électricité, puis de la toiture. On vient habituer, puis ça, c'est 5$ le pied carré, une porte, c'est 500$. Le gars dit 500$ pour une porte. Non, la porte coûte 200$. Et puis, quand tu me pognes après, il faut que tu arraches l'autre, puis le mettre dans le container. Puis celle qui va là, ben, tu as 5 morceaux de trait pour mettre autour. Il faut que tu mettes ensemble. Et puis tout ça, alors nous, pour qu'on sache le prix rapidement, on dit, bon, chaque porte c'est 500$, une porte, c'est 8 portes, 4 000. C'est pas 4 000. Mais quand on fait notre estimé, on augmente l'estimé pour qu'on ait des bonnes surprises au lieu des mauvaises surprises. Je vais vous donner un exemple. J'étais marié il y a plusieurs années, puis je disais à ma femme, on va faire 40 000 sur cette propriété ici, chérie. Elle dit, wow, c'est bon, c'est bon. Quand ça m'a été, on a juste fait 23 000. Mais on a fait 23 000 comme dans 30 jours, là, c'était pas si pire que ça. Là. Alors, je dis à ma femme, j'ai dit, écoute, chérie, ça n'a pas été si mal que ça. On a fait 23 000. Elle me répond, on n'a pas fait 23 000, on a perdu 17 000.
Si on m'a répondu ça, j'ai compris rapidement qu'il fallait que je me débarrasse de cette femme-là. Je ne comprends pas, elle ne comprend pas, puis elle ne veut pas comprendre. Elle ne me motive pas, puis elle ne m'inspire pas tellement. Alors, elle ne contribue pas à les événements. Mais on dit ça pour rigoler, mais c'est la vérité. Puis quand vous allez faire ça, là, les gars, puis vous allez retourner à la maison, puis votre ami, ou votre blonde, ou votre mère, ou votre frère, vous allez dire, hey, ça fait 3 mois que tu fais ça, là, puis il n'y a rien arrivé encore. Tu fais du bénévole, arrête ça, ça marche pas, cette affaire-là, voyons, arrête ça tout de suite. Puis vous allez dire, ouais, peut-être que c'est vrai, là, ça marche pas, c'est pas aussi facile que je pensais. Vous allez entendre toutes sortes de conneries, puis ça dépend de votre niveau de confiance. Puis plus que vous allez comprendre, moins influençable que vous allez être sur le côté négatif. Parce que moi, j'avais un de mes amis qui était tellement négatif que lui, il faisait partie d'un club négatif. Et moi, je fais partie du club optimiste, mais lui, il faisait partie du club négatif. Ben, j'ai dit, peut-être que ça va marcher. Alors, un mois et demi plus tard, il me téléphone, il dit, sais-tu, je t'avais parlé de partir le club de pessimiste, là? Je vais partir à quoi, ça ne marchera pas. C'était tellement négatif, j'ai vendu l'idée, mais même ça ne marchera pas. Alors, un négatif, vous allez très loin de ça. Le négativisme, là, ça va vous détruire. Maintenant, il y a une différence entre, il faut être réaliste, par exemple, il faut aller chercher la réalité, parce que parfois, moi j'ai toujours dit, un motivateur est dangereux. Lui, il va faire accroire aux gens qu'ils sont capables. Puis la personne parle tellement bien qu'il croit que oui, ils sont capables. Mais là, quand ils s'en allent, ils sont tout seuls, ben là, ils n'ont pas les mêmes directions, ils n'ont pas les mêmes directions, ils ne savent pas où tourner, etc., etc. Mais cependant, ils disent, on est capable, on est capable. Et pour être capable, il faut avoir une petite formule, il faut avoir un système, il faut avoir une façon de véhiculer dans ce merveilleux monde de l'immobilier. Parce que quand on parle des risques et des façons de perdre de l'immobilier, à part les partenaires, la rénovation, les taux d'intérêt, trouver la méchante propriété, il y en a 1001 choses que je pourrais vous compter, parce que quand vous allez partir d'ici, vous ne voudrez jamais jouer dans l'immobilier de votre vie. Mais il y a des bons côtés. Le bon côté, c'est que si tu peux réduire la peur, tout en étant très, très sérieux et comprendre le jeu, et alors à ce moment-là, les bénéfices sont hors de l'ordinaire. Parce que quand on parle de faire 100 000 ou faire 50 000 dans l'immobilier, ou de faire 40 000 ou 25 000, c'est très, très commun, cela. Puis, tu sais, il y a des gens qui ont fait 25 000 avec nous, ils ont travaillé 10 heures avec nous, et puis il y en a qui ont travaillé 100 heures, qui n'ont rien fait. Parce que, tu sais, c'est une question il y a un petit peu de chance dedans. Je pense que c'est à la bonne place au bon moment. Oui, ça, c'est évident que c'est important. Mais avec sincérité, là, la chose la plus importante, c'est de savoir pourquoi vous voulez faire ça, jouer la main. Alors, si je t'ai pas prêt, moi j'ai pas peur de voir, je te connais, j'ai comme tenir loin, parce que si tu n'aimes pas la question, pourquoi tu veux faire ça, l'immobilier, pourquoi tu veux faire ça? C'est de la folie, ça. Tu connais rien dedans, comment ça fait que tu veux jouer là-dedans? Ah, bon, je veux faire l'immobilier parce que j'ai toujours voulu investir. Oui. Donc, dans une précédente vie, j'ai été un entrepreneur. Bon. Oui, donc, et justement, quand je suis arrivé au Canada, ça fait 2 ans de là, quand j'ai regardé dans quoi est-ce que je peux faire en termes d'investisseur, donc en tant qu'investisseur, pardon, j'ai fait exactement la même observation que lui. Donc, en dehors d'investir dans les stock exchange ou bien dans les obligations, le numéro 1, c'est l'immobilier. Donc, le mot-clé que j'ai capté dans ce que tu as dit, c'est un entrepreneur. Ouais. L'entrepreneur comprend, lui, qu'il ne veut pas nécessairement être payé à l'heure. Il ne veut pas nécessairement être payé pour avoir travaillé 5 heures à 25$ ou 50$,
parce qu'il voit que ça, c'est sa sécurité s'il fait ça. Alors, il y a deux choses. Il y a la sécurité, puis il y a l'opportunité. Alors, ceux qui travaillent, ne quittez pas vos emplois, ne faites pas comme mon ami Joseph. Lui, je lui disais, prends ton temps, Joseph, prends ton temps. Puis, non, et évidemment, lorsque les gens qui travaillent, vous avez votre sécurité, exploitez l'opportunité. Apprenez comment l'opportunité fonctionne. Et puis, quand on apprend ça, ben, Joseph m'a fait voir ça de différents œils. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Joseph, explique donc aux gens, s'il vous plaît, comment est-ce que tu voyais ça, l'affaire de l'université, tout ça. Là. Bon, okay. Je pense que plusieurs ont quand même déjà entendu ça, mais je vais répéter parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes. Au départ, parce que réellement, quand on parle des risques, des erreurs et puis de mindset ici, c'est pas forcément facile. C'est pas forcément facile parce que si je vous prends un exemple que j'ai vécu et que je sais que une autre personne qui a acheté après nous a vécu, c'est par exemple les locataires qui sont difficiles. J'ai vécu avec un locataire qui ne payait pas. Il faisait tellement il faisait la drogue et beaucoup de mauvaises affaires que peut-être il ne faut même pas parler. Dans la propriété, il ne payait pas. Et ça m'a pris 3 ans pour le faire sortir. Parfois, tu dois payer ta poche, c'est difficile. Ça, c'est une chose. Mais avant que je ne trouve mon premier flip, la première propriété que j'ai pu acheter, faire les rénovations, blablabla, et vendre, ça m'a pris de juillet 2022 à novembre. Pour trouver, on a acheté en décembre et c'est en avril 2023 qu'on a vendu. Imaginez, ça fait combien de temps? Je pense que ça fait plus que 8 mois. Mais c'est le temps que ça prend. Alors, pour moi, pour pouvoir tenir avec tout ça, là, parce que c'est quand même difficile. C'est difficile parce que tu es là-dedans tous les jours. Et je fais de juillet là, 2022, je faisais à temps plein. Je n'avais pas réellement notre revenu, etc. Et puis, à un moment donné, je me demande est-ce que ça marche vraiment, blablabla. C'est vraiment la difficulté. Mais ce qui m'a permis de tenir, c'est que je me suis dit, bon, écoute, j'étais arrivé relativement au même moment qu'un ami qui lui est parti à, c'était un collège, Willis College. Il allait à Willis College pour faire une formation de 2 ans, 3 ans, je ne sais plus trop exactement, je pense 2 ans. Alors je me suis dit, bon, ok, lui, il va aller à l'école, il va prendre des prêts et bourses, etc. Ça va lui coûter, disons, 20, 30 000 chaque année à rembourser pour 2 ans. Et après 2 ans, il aura appris, il va sortir, il va chercher un travail qui va lui donner 60, 80 000 et progressivement. Alors moi, je me suis dit, si je faisais la même chose, mais dans l'immobilier, donc je m'arrange à ce que je considère l'immobilier comme l'université où j'aurais pu partir faire l'ingénierie ou l'informatique ou n'importe quoi. Mais je m'assure qu'au bout de 2 ans, j'ai totalement compris comment ça fonctionne. Alors, je me suis dit, si sans comprendre l'immobilier, j'ai pu acheter une propriété, j'ai un locataire, j'ai des locataires, ça se paye, blablabla. Si je suis à l'intérieur, je me suis dit, c'est sûr que même si je ne gagne pas l'argent, au moins je pourrais avoir une propriété chaque année. Moi, c'est ce que je me suis dit. Alors, je vais apprendre et j'aurai des propriétés. Après 2 ans, j'aurai fait des investissements sans force, en fait, en investissant mon temps. Moi, c'est l'idée que je me suis donnée. Alors, même quand c'était difficile, je me disais, bon, écoute, si j'étais à Ottawa, je n'aurais pas été payé. Donc, même si je ne suis pas payé, tant mieux. Tant que j'apprends, c'est correct. Et puis, ça m'a permis justement d'atteindre mes objectifs plus facilement que si j'étais juste là et je me disais, bon, ça marche pas. Et j'avais aucun support pour me permettre de voir. En fait, c'est parce que j'avais établi un objectif et j'avais une stratégie que je suivais. Il savait pourquoi il voulait le faire. En fait, une fois qu'on sait pourquoi on veut faire quelque chose, je t'oublie pas. Une fois qu'on sait pourquoi on fait quelque chose, et puis on a une façon de s'inspirer, de se motiver soi-même, puis d'inspirer, puis motiver notre entourage ou notre famille. Je vais vous donner une petite anecdote de quelques secondes. Moi, quand j'avais 35, 40 ans, j'avais une petite famille, 2 enfants, femme, puis de la maison, tout ça. Alors, je travaillais des heures plus longues, parce qu'un entrepreneur souvent travaille quand les gens ne travaillent pas. Ça se mettre en évidence. Alors, moi, j'avais fait un thermomètre à l'intérieur de la porte de garde-robe, pas la porte de garde-robe, la porte où sointait le balai et le porte-poussière. J'avais mis un thermomètre sur le mur, et puis c'était marqué 25, 30, 35, 40.
Puis à chaque fois que. 40 000. 10 000, c'est évident. Alors on beurrait, c'était pas moi qui beurrais, je disais à mes enfants, venez beurrer avec moi, papa a fait ça, ça, ça. Alors puis là, ça sur le côté droit, on voyait les chiffres. Le côté gauche, c'était, ben, quand on arrive à 10 000, ben, la famille, on prend une semaine de vacances, on s'en va, par exemple, à Disneyland, à Disney World. Et puis quand on est rendu à 40 000, et alors à ce moment-là, on prend un mois de vacances, où on va acheter une nouvelle auto, où on va acheter telle affaire, on va acheter telle affaire, où tu vas avoir une paire de patins, puis là. Alors, il faut prendre notre entourage, puis les amener avec nous pour croire, puis faire un trajet ensemble. Parce que quand on est seul à faire un parcours, on peut être faible, on peut prendre des moments de faiblesse, comme on dit. Alors, c'était une façon de le faire. Et puis, voyez-vous, Joseph voyait ça de même, puis c'est pour ça qu'il est encore là-dedans, parce qu'il est encore, selon lui, dans l'apprentissage. Puis, c'est comme ça que la chose fonctionne. Tu avais une question, à mon avis? Non, c'est pas une question. En fait, je voulais renchérir un peu. En fait, moi, ce que je dirais de mon expérience avec Imolion, la première chose qui m'a permis de tenir, c'est que j'ai touché mes oreilles. On va tout entendre. Moi, je suis entré dans ma maison. 2 ans à peine, j'ai eu une infiltration. Qu'est-ce que les amis n'ont pas dit à ma femme? Vous avez fait un mauvais deal. Sortez de là. J'ai tout entendu. Au point où mon épouse a décrété de ne plus descendre dans le sous-sol pendant 1 an. Ouais. Mais j'ai dit, j'ai voulu avoir un toit, pas pour moi, mais pour ma famille. Je l'ai eu avec $0 apport. Comme je suis là, c'est moi qui dois réinventer l'intérieur de cette maison. Ça va me prendre ce que ça va me prendre. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Mais au bout, aujourd'hui, je suis dans cette maison. Il y aura des hauts et des bas. Je suis la personne qui m'a référé Imolion. Il est parti avec mes conditions. Jusqu'aujourd'hui, il ne me prend plus au téléphone. J'ai dit, ça c'est une perte. Mais j'ai gagné quoi? Avant, je n'avais pas à tuer. Aujourd'hui, j'ai fait rentrer Joseph. Moi, je m'assois aujourd'hui et Joseph me forme. C'est une qualité. C'est un choix. Ouais. Ce que vous avez ici, ça peut ne pas sembler quelque chose, mais c'est chacun qui doit se réaliser. C'est votre avec ce vision qu'il a personnelle. comme information. C'est beaucoup votre vision personnelle, n'est-ce pas? Comme j'ai dit tantôt, deux personnes vont voir quelque chose, puis un va dire c'est phénoménal, l'autre va dire je touche pas à ça. Puis celui qui dit que c'est phénoménal, c'est parce qu'il s'y connaît, puis il voit l'opportunité, puis celui qui touche pas à ça, c'est parce que c'est la peur de l'inconnu, on l'a parlé tantôt. Alors, quand on parle de toutes sortes de risques, on peut en mettre 1001 risques de ne pas jouer dans l'immobilier. Et puis ces gens-là, on peut pas, on n'essaie pas en aucun temps de convaincre les gens. Il faut leur faire voir l'opportunité, puis s'ils y croient, ils vont poser les questions, puis on va les guider en conséquence. Je pense qu'il faut regarder, c'est comme les ABC de la vie, les avantages, les bénéfices, puis les conséquences. Alors, lorsqu'on regarde ça comme ça, l'immobilier, soyons honnêtes, quand on parle de l'immobilier, puis le flip immobilier, quelqu'un peut faire autant d'argent dans un flip annuel qu'il fait avec son salaire annuel. Alors, ça semble peut-être être très farfelu que je parle comme ça, mais je pourrais vous dire qu'il y en a quelques propriétés qu'on a fait,
qu'on a fait des 100, 150 et 200 000 dollars. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'on exagère? On ne veut pas exagérer, mais on veut vous faire voir que l'argent est là. Puis que dans le passé, un profit normal était 30, 40, 50 000. Puis aujourd'hui, ben, ça frise entre le 50 et le 100 et souvent au-dessus du 100. Parce que, regardez, récemment, j'ai acheté un petit duplex, quand j'ai récemment, ce matin, 105 000 $ pour un duplex. Et puis, il est à Montebello, qui est à peu près 45 minutes d'ici. Mais 105 000 $, en mettant à peu près 50-60 000 dedans, il va valoir à peu près 300 000. Alors, vous n'avez pas besoin d'un mathématicien pour dire que 105, puis j'ai payé 10 000 $ à la personne qui me l'a trouvé, parce que c'est un courtier, un jeune homme qui a une compagnie de gestion immobilière. Il me l'a trouvé, je lui donne 10 000 $. Alors, la propriété me coûte 115. Plus ci, plus ça, 125, 40, 75, 200, 200%, mais vous savez ce que c'est. Ça va prendre environ un mois, ça, un mois et demi, là. Alors, c'est un jeu qui est complètement débile, puis il faut presque voir quelqu'un réussir dans ça, puis que c'est une personne qu'on connaît, parce qu'on va croire que la personne qui vous dit ça vous compte des mensonges, puis exagère. La beauté de l'affaire, c'est qu'on a des gens autour de nous qui ont acheté des propriétés, qui ont pris avantage du système, et puis si vous leur demandez comment, bien, ils vont dire, écoute, on a entendu, puis le prix a augmenté. C'est pas plus long que ça. Alors, je ne voudrais pas exagérer sur les risques, mais on va vous en parler davantage. Les risques, mais les bienfaits sont supérieurs aux risques 100 fois. 100 fois. Parce que quelqu'un qui investit dans l'immobilier, réellement, devrait investir ses connaissances. Il devrait investir pour acheter une propriété, pour se créer un investissement passif, un premier duplex, puis etc., etc. Alors, je ne veux pas exagérer, puis je ne veux pas parler davantage, puis je veux parler au-dessus de la tête des gens. Puis j'aimerais avoir une période de questions où les questions vont nous amener à éclaircir beaucoup de choses, puis peut-être qu'on peut faire un petit tour pour demander pourquoi les gens ont vu ici ce soir des choses comme ça. Là. Alors, librement, levez la main quand vous avez des questions. Oui, vas-y. Oui, je vais juste me demander, j'entends beaucoup parler de... En fond, quand vous faites vos explications avec des expériences, c'est comme Joseph, par exemple, aussi, qui a acheté sa première propriété, c'était un duplex où il a eu à avoir un locataire, je ne sais pas combien, mais il vivait dans la maison avec. Ça m'amène à me demander, est-ce que c'est forcément que pour rentrer en immobilier, il faut forcément commencer par un duplex, ou est-ce que tu es avec des locataires, ou alors tu peux commencer par ton unifamilial et puis y aller de même, et puis après... C'est une bonne question, puis évidemment, il n'y a pas de règle de conduite. Tu peux commencer avec un unifamilial, tu peux commencer avec un 6 logis. La raison pour laquelle les gens commencent ordinairement par des duplex ou des triplex, c'est parce que si la propriété ne se paye pas seule, elle se paye presque seule, sans aucun investissement. C'est pour ça. C'est attrayant. Toi, si, exemple, ton but, c'est d'avoir une propriété unifamiliale, c'est bien beau. Alors, on en trouve un unifamilial, et puis on la négocie en conséquence, et puis tu peux certainement... mais tu vois, la différence qu'il y a encore, là, entre la location puis une unifamiliale les unifamiliales, tu ne trouveras pas grand-chose en bas de 450, 500 000, 600 000. Il faut se mettre en évidence. Là. Puis si on a une hypothèque de 500 000, bien, rapidement, le paiement est 2005, c'est à peu près, hein, pas vrai? C'est à peu près 5 piastres du 1000. Si c'est 2005, là, les taxes, ici et ça, c'est 3 000 piastres par mois. La personne est habituée de payer 1800, 2000, 2002. Une grosse différence entre 1800, 2000, 2002 puis 3000. Mais c'est faisable. Oui. La question va toujours un peu dans le même sens que sa question. La différence que je veux vraiment comprendre, parce que quand on parle de l'unifamilial, l'unifamilial coûte généralement beaucoup plus cher que les duplex et triplex et consorts. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette différence de prix?
Joseph, est-ce que tu veux le prendre ou Oui, tu veux le je peux le répondre. En fait, c'est quand même un peu relatif de le dire de cette façon parce que ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça va peut-être dépendre de la localisation. Par exemple, si que je prenne côté Gatineau, côté Ottawa, tu vas voir que Kanata, par exemple, est plus cher que Orléans, par exemple, pour une propriété identique bâtie, disons, à la même année. Parce que c'est peut-être plus vieille ou moins vieille, etc. Donc ça, c'est une des choses qui peut faire bouger les choses. Maintenant, autre chose, l'unifamilial, comparablement au duplex, parce que lorsque tu vas vivre chez toi avec tes enfants, la plupart des temps, tu vas regarder un quartier sécurisant, tu vas regarder certaines choses qui est différente d'une propriété à location. Quelqu'un qui veut une propriété de location, idéalement, il veut être par exemple tout près de l'université. Parce qu'il sait qu'il aura toujours. La façon de voir est différente, etc. Et maintenant, le prix, c'est vraiment relatif. C'est vraiment relatif de tout ce qui rentre dedans et du marché local. Arthur, est-ce que tu ajoutes quelque chose? Si j'avais quelque chose, c'est très bien répondu là. Si j'avais quelque chose à ajouter, c'est réellement la façon qu'on a été élevé. Okay? Les gens se disent souvent, écoute, tu vas à l'école, tu sors de l'école, tu trouves un job. Après que tu trouves un job, tu vas trouver une blonde. Après que tu trouves une blonde, tu en prends une deuxième. Ah non, non, excusez-moi. Ça, c'est juste pour les écrire. On va terminer au deuxième. Adieu là-bas, moi, il y va. J'ai eu un moment de faiblesse, pardon-moi. Mais là, puis après ça, ben, on a des enfants. Et puis là, ben, écoute, tu achètes une maison. Et puis, tu achètes un auto, puis tu payes ta maison. Puis tu fais, ton objectif, c'est de payer ta maison, puis le plus vite que tu peux payer ta maison, mieux que c'est. Alors, ordinairement, la demande est plus élevée avec les unifamiliales. Maintenant, quand on parle d'unifamilial, c'est un semi-détaché, une maison en rangée. Une maison unifamiliale, ça veut dire que tu es seul. Mais ça peut être un condo, c'est de l'unifamilial. Ça veut dire comme des condos, même, il y a des gens qui vont penser que c'est un unifamilial. Ça dépend de l'interprétation. Je croirais que le point numéro 1, c'est que la demande, puis la nature humaine, c'est d'acheter une maison beaucoup plus que de faire un investissement immobilier. Est-ce que vous connaissez, vos amis, est-ce que vous connaissez plus de propriétaires qui restent dans leur maison ou vous connaissez plus d'investisseurs? Plus de propriétaires. C'est ça. C'est évident. Poser la question, c'est presque la répondre en même temps. On regarde autour de nous, puis les gens agissent selon leurs croyances, puis leurs désirs. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous aimeriez? Est-ce que ça avait répondu à des questions? C'est parfait. Merci. Y a-t-il d'autres peut-être questions? Souvent, les questions qu'on se fait poser, c'est mais comment réellement est-ce qu'on peut acheter une propriété avec aucun avoir, avec aucun comptant? Et puis, nous, on explique aux gens que c'est une question on appelle ça le 3T. Le 3T, ben, dans l'immobilier, là, il y a des gens qui ont le talent, il y a des gens qui ont le temps, il y a des gens qui ont la trésorerie. Alors, si la personne qui a la trésorerie, elle n'a pas le temps, puis elle n'a pas la connaissance, elle va prêter son argent à ces gens-là pour qu'eux fassent de l'argent, puis c'est eux autres qui font le travail. Alors, c'est comme ça qu'on bâtit des petites associations, puis on fait voir aux gens qu'en exploitant les connaissances de tous et à chacun, c'est comme ça qu'on peut réussir ensemble. Ne vous en faites pas. Si vous faites de l'argent, on va en faire. Ça, je vais juste vous donner la bonne nouvelle. Là. On ne fait pas ça bénévole, là, mais on vous aide énormément. C'est un fait. Et puis, plus que vous allez en faire, ben, là, ce qui va arriver, c'est plus que vous allez en faire, moins on va en faire. Ça, c'est correct aussi, parce qu'on l'a bien compris. On préfère que tu fasses de l'argent. C'est ça. Alors, je pense que vous allez bien comprendre, puis je pense que la chose qui est la plus importante, c'est de déterminer réellement quelle implication que vous voulez faire, pourquoi vous voulez faire ça, puis quel est le temps que vous allez faire ça. Quand on se dit, ben, écoutez, je vais vous donner un exemple. Le gars, il travaille chez McDo, ou le gars, il travaille dans n'importe quel domaine. Il est cédulé, lui, à 7 h le matin
jusqu'à 4 heures l'après-midi. Est-ce qu'il arrive à 9h30, 10h, puis est-ce qu'il finit à 2h, ou est-ce qu'il travaille son corps de travail? Il travaille son corps de travail parce qu'il est obligé. Il y a des responsabilités, puis s'il ne le fait pas, il va se faire remplacer. Alors, il y a une menace psychologique. Tandis que quand on dit, ben, je vais faire ça le mardi et jeudi, parfait. Alors, de quelle heure à quelle heure? Puis où tu vas travailler? Puis avec qui tu vas faire ça? Parce qu'au début, quand on est seul, moi, savez-vous, j'ai moins de vouloir quand je suis seul que quand je suis avec un autre. C'est parce que je passe. C'est la nature humaine, c'est normal. Voilà. Si une journée, Joseph, il dit, ah, il faut faire ça, aujourd'hui, il faut faire ça, il faut faire ça. Oui. Puis peut-être que 2-3 jours plus tard, c'est moi qui dis à Joseph, t'es mon chum, là. Et puis, quand on est 2-3 personnes ou un regroupement de gens à faire ensemble, on prend avantage de cerveau collectif. C'est évident. Quand on parle d'un cerveau collectif, c'est que tout le monde prend avantage du cerveau de tout le monde. Et puis, quoi de plus fort que d'avoir 10 personnes autour de table, puis on prend l'opinion de tous, puis on met ça ensemble. Il y a un vieux dicton qui va comme ceci. Ils disent que tu prends tes 5 meilleurs amis, puis tu leur demandes combien ils font par annuel chaque, et tu divises ça par 5, c'est ton salaire. Parce qu'on se tient avec des gens, ordinaires, qui sont sensiblement comme nous. Alors, la morale de l'histoire, assurez-vous que vous ne tenez pas avec des personnes qui vont réduire la moyenne du revenu. Alors, vous vous tenez avec des gens qui ont beaucoup plus d'envergure, vous allez apprendre, vous allez aller où ce que vous voulez aller. Mais je pense que la chose réellement la plus importante, c'est de savoir pourquoi, puis est-ce que vous avez le temps de créer une certaine habitude, puis de déterminer ce que vous voulez faire avec tout ça. S'il y a d'autres questions, ça nous fera plaisir, et puis sinon, on peut continuer à bavarder pour quelques moments. Après ça, oui, c'était le temps de faire tout ça. Mais si vous avez des questions, ça peut être des questions personnelles, si vous demandez comment ça. Ou alors, lorsque vous êtes venu, peut-être en tête, vous aviez une idée de, ok, qu'est-ce que vous veniez faire ici? Peut-être que vous aviez un sujet particulier, quelque chose dont vous vouliez entendre parler. Peut-être qu'on n'a pas parlé, ça peut être ça. Ou sinon, on va juste fermer la séance et puis on va faire comme des échanges. Tout de suite après la réponse à ces questions, moi, j'ai eu l'expérience d'aller chercher un paquet de questions très rapidement. Alors, je vais vous parler très rapidement dans quelques instants. Préparez-vous mentalement. En fait, ce n'est pas une question, mais oui, Joseph vient de terminer où est-ce que je voulais en venir. C'est que sortir d'ici avec la première impression, je me dis, ce que j'ai appris de très important aujourd'hui, c'est définir exactement pourquoi est-ce que je veux faire ça. Pourquoi est-ce que je veux rentrer dans l'immobilier. On a parlé tantôt de, on veut avoir sa maison et tout, qu'est-ce qui est normal. Pourquoi est-ce que je veux aller au-delà de ça. Donc vraiment merci, pour moi c'est... Le pourquoi est beaucoup plus important que le comment. Oui. Le comment, ça s'enseigne. Tout le monde peut apprendre comment. Moi, quand je viens à conduire une moto, j'ai pris quelqu'un qui savait comment tenir ma bicyclette, puis j'ai commencé à pédaler. J'ai tombé 2-3 fois, je me suis graffiné les genoux, puis j'ai dit, ça ne me tente pas. Puis, alors, c'est comme ça. La première fois que vous avez effectivement conduit l'auto, vous avez appris. Mais aujourd'hui, tout s'apprend. Alors, quelle est la raison pour laquelle vous êtes venu ici, vous, se former? J'ai pensé qu'il allait venir. Ok, ça va. Vas-y. C'est vous qui l'invitez? Merci, bon, En 30 secondes. Ok. En fait, je suis arrivé parce que la dernière fois où Joseph était à la maison, il nous a fait comprendre qu'il y avait une formation. Je suis venu pour voir un peu de quoi il s'agit. Parce que nous, vraiment, vient d'arriver, je ne connais pas encore bien. Tu vas arriver quand? Je suis arrivé le 17 avril. Ah oui? Ben écoute, bienvenue au Canada, au Québec. Merci. Alors, quel est le travail? Qu'est-ce que tu vois dans tout ça? Là? Je ne sais pas pour vous amener une question à tout le monde, mais toi, comment vois-tu ça? Est-ce que tu as appris quelque chose que tu penses qui est significatif ce soir dans ce là? En 2 mots, je pense que j'ai beaucoup appris. J'observe beaucoup. Oui. Nous avons déjà discuté. Oui. Et
comme le frère a parlé tout à l'heure, qu'il était entrepreneur par le passé. Toi aussi? Moi, j'étais entrepreneur par le passé. J'ai travaillé longtemps là-dedans. Et ce qui fait que rendu au Canada, parfois on change un peu, du moins on cherche à toucher tout, mais à un moment donné, on veut se recaser. Je pense que je suis sur le chemin pour avoir une nouvelle définition. Garde ton flair de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as un emploi présentement? Est-ce que tu travailles au boulot? Tu as un boulot? J'ai un boulot. Super. Regarde ça. C'est ta sécurité, je disais tantôt. Et puis regarde ceci. Puis si tu crois que c'est quelque chose qui peut être bien fait pour toi et ta famille, tu le fais. Puis sinon, ben, tu fais autre chose. Il faut plus long que ça. Monsieur, alors on vous a surpris là, à vous poser une question. C'est à vous, 30 secondes ou moins. Allez-y. Ok, peut-être un peu plus. Mais vas-y, la non, en fait, je suis venu parce que je veux avoir des revenus passifs. C'est pour ça que je suis là. Oh, le mot passif, ça. Maintenant, je suis quand même resté un peu sur ma soif parce que j'aimerais qu'il y ait certains aspects de l'hypothèque ou bien qui doivent être introduits dans les prochaines formations. Par exemple, pendant tout ce qu'on a dit, on a montré beaucoup plus le bon côté de l'immobilier. Je mets à côté, j'exclus le flip immobilier. Et il y a des exemples qui sont sortis en disant, ok, j'achète ma propriété à 200 000, peut-être 15 ans plus tard, je le vends à 400 000, 400 000. Ça, c'est l'illusion. Ça, c'est l'illusion d'avoir de l'argent parce qu'en réalité, si vous regardez en termes d'hypothèque, ce que vous payez en termes d'intérêt pour cette propriété, en termes de taxes municipales, en termes d'entretien et tout, rendu 20 ans plus tard, vraiment, vous ne faites pas de l'argent. Ça n'avance pas assez. J'aimerais faire une parenthèse. Vous, ce que vous dites, c'est vrai si vous êtes propriétaire. Mais dès que vous êtes investisseur, ce que vous dites, c'est pas vrai. Oui. Si c'est les locataires qui payent, ça. Oui, le gain Il faut s'assurer que vous êtes dans notre patin, vous ne venez pas démarcher notre affaire. Le deuxième côté, effectivement, même si on est locataire en réalité, l'expérience et également les témoignages, Joseph l'a tout si bien effleuré tantôt, c'est que la loi protège excessivement les locataires, excessivement les locataires ici au Canada, et parfois il y a beaucoup de gens dont j'ai vu payer des locataires pour qu'ils sortent de chez eux. C'est-à-dire, il a fait 1 an, 2 ans, vous allez payer un locataire pour qu'il sorte. Et ça, c'est des cas qui arrivent. Je dis comme ça parce qu'il faut qu'on introduise tous ces paramètres-là dans les prochaines formations pour permettre, parce que là, on forme une communauté d'investisseurs. Et un investisseur, c'est celui-là qui veut faire du rendement. Et si il y a des facteurs qui peuvent réduire son rendement et tout, il faut qu'il soit sûr pour qu'il prenne une décision éclairée. Merci beaucoup, j'apprécie ça. Êtes-vous, est-ce que vous êtes un prêteur? Est-ce que vous avez de l'argent à investir? C'est ça que vous dites? Donc, j'ai bien compris. C'est pour ça que j'ai j'étais pas présenté. Lui, ça fait comme 4 ans au moins qu'on se connaît, peut-être même 5 ans. Et ça fait au moins 2 ans qu'il me dit, Joseph, je veux jouer avec vous. Donc, on s'est parlé comme ça plusieurs fois. Je pense qu'on aura l'occasion de se reparler. En réalité, je suis fier qu'il ait posé ça, là, parce qu'avec honnêteté, il a raison. Là. En fait, il y a beaucoup de choses. C'est juste parce que dans le temps qui était imparti, on s'est dit qu'on devait, et surtout que c'était la première rencontre, on a vraiment essayé de donner comme un overview de l'ensemble. Mais comme je vous ai dit au départ, plusieurs de tout ce qu'on s'est dit là, il y a des journées où on va venir parler justement, peut-être juste d'acheter sa première maison. Et il y aura un courtier immobilier qui sera là et il va parler juste de ça parce qu'il est relativement celui qui fait beaucoup de papiers là-dedans. Et quand on va parler du financement, le gars qui est spécialiste de ça va parler de ça. Lorsqu'on va parler de quelque chose qui est lié à la fiscalité, il y a un fiscaliste qui va venir juste parler de ce sujet en relation avec la fiscalité. Donc on va rentrer vraiment dans les détails.
c'est parce qu'on n'a pas toute la journée, etc. Donc c'est juste pour compléter ce que tu as dit. Est-ce qu'on peut continuer pour faire le tour? Merci de tout ça. Alors, vas-y, mon ami, toi, on t'a déjà vu ici, là. Qu'est-ce que tu fais ici encore ce soir? Alors, je suis à Imo-Lyon, ce n'est pas ma première fois, je suis pas à la découverte. Ce soir, je sais on a, je vais dire, on a suivi des aspects, nous on a appris des choses beaucoup plus en profondeur que ça. Donc, je suis ici pour faire la démocratie et je suis très convaincu. Et ce que peut-être les gens qui sont venus pour la première fois n'ont pas compris, c'est peut-être le modèle d'affaires. Parce que Imo-Lyon a ciblé son segment du marché et il a sa stratégie pour se faire large. Et l'immobilier, c'est plus large que ça. C'est difficile les gens, en général, plus on va leur parler plus vague, après ça, ils vont... Parce que le but, c'est juste d'exposer comment l'immobilier fonctionne, en général. Puis après ça, les gens qui veulent en savoir davantage, on se rend compte qu'on travaille en fonction de travailler pour vous aider à atteindre ce que vous désirez. Merci beaucoup. Mademoiselle, madame, votre tour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, c'est Laure, épouse de Georges. C'est que je suis venue ici après ça. Je ne savais pas vraiment. Il m'a juste dit, accompagne-moi à une réunion. Je suis entrée dans la voiture. Je suis arrivée, j'ai constaté que c'était ici. Parce qu'il m'en parle à la maison. Bon, j'ai dit, pourquoi pas écouter. Et donc, je le suis. J'espère qu'on ne vous a pas reçu. À vous, madame. Bonsoir tout le monde. Oui. Thérèse, arrivée au Canada il y a 14 mois exactement. J'ai entendu parler d'Imo-Lyon, ça fait plus d'un an. Ah oui. Je l'ai fait à l'année, on en a parlé plus d'une fois, mais je prenais le pas. Et puis, c'est ce matin, il était comme 3 heures, comme vous étiez en train de dire, que les entrepreneurs dorment parfois moins que les autres. Donc je ne dormais pas et bizarrement, c'est comme si Joseph lui aussi ne dormait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il me dit, Thérèse, est-ce que tu viens finalement? À 3 heures. Et lui, j'étais vraiment... On n'était pas ensemble. On n'était pas ensemble. J'étais en train de travailler. La question, j'ai 3 heures. Non, c'est pas comme vous voulez le croire. Moi, je travaillais sur autre chose et puis je suis fière. En fait, j'ai regardé ces statuts avant, j'ai vu ça, mais j'ai rien dit à ce sujet. J'ai 2 autres amis dans la salle, j'ai vu ça sur les statuts, mais j'ai pas eu le temps de dire je serai là ou je n'y serai pas. Mais c'est comme si, puis pourquoi ça arrive à l'instant où je vais faire quelque chose d'assez important, on me convie, bon. J'ai dit, oh, cette fois-ci, je pense que c'est le bon moment, il faut que je fasse le pas, et puis c'était le déclic. Voilà. On ne t'a pas trop déçu? Non, du tout pas. Arthur? Oui. C'est elle qui me met en contact avec les deux qui ont, en fait, quand je dis les deux, oui. j'étais le 210. Oui. Et puis, après, c'est elle qui a organisé le dîner. En fait, elle a organisé la rencontre, on a rencontré les autres, et on a rencontré tellement de personnes. Elle connaissait Joseph avant nous. Et elle nous dit, elle connaît un ami qui fait dans le film, nous on dit, nous on aime sentir le business avec les oreilles, avec les narines. Est-ce que tu peux nous aider à organiser un dîner où tu dois inviter Joseph et il va venir nous parler de son histoire? Et c'est comme ça qu'elle organise, c'est le point de rencontre avec Joseph en fait. Ah bon? Oui. Incroyable. Mademoiselle, vous, je pense que c'est la première fois qu'on vous voit. Quel est votre nom, vous? Déborah, c'est vrai, pardonne-moi, je me souviens de tantôt. Puis, comment tu as trouvé la petite exposé, Déborah? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu as des petites questions que peut-être qu'on n'a pas, que tu aimerais qu'on réponde? Non, pour le moment, c'était assez intéressant. Donc, j'ai eu une vue d'ensemble de ce que c'est que l'immobilier. Super. Je suis en train de chercher dans un segment dans lequel me positionner pour l'esprit entrepreneurial. Donc, j'analyse la chose. Super. Alors, il y a quelques autres personnes en arrière. Mademoiselle, allez-y, comment est-ce que vous avez trouvé la soirée? Est-ce que vous avez des questions peut-être que vous aimeriez nous lancer, qu'on aurait peut-être oublié, puis que vous croyez qu'on était pour en parler? Bonsoir tout le monde, Frédéric. Je m'appelle Frédéric. Moi, je ne suis pas
nouvelle. J'ai un petit peu d'expérience en immobilier. Good, tant mieux. Donc, j'aimerais avoir un niveau un peu plus en profondeur pour pouvoir. Toi, tu dis, t'es pas nouvelle, tu es à quel niveau? Est-ce que tu as investi dans l'immobilier présentement? Est-ce que tu as étudié dans l'immobilier? Non, investi. Ok, d'accord. Mais je commence. Je ne suis pas une grosse joueuse. Non, ben écoute, on voit les vitesses qu'on va aller. Hein? Je commence, mais j'aimerais. En fait, je participe parce que, justement, pour pouvoir aller à la prochaine étape, il faut se former. Oui. J'ai fait en tant qu'amatrice jusque-là. Oui. Maintenant, je sais qu'il faut que je me forme pour pouvoir aller à la prochaine étape. Donc, c'est pour ça que je reste collée à l'USEP parce que je pense J'espère que tu vas trouver ce que tu recherches. Oh, oui. Mademoiselle. Votre tour. À vous? Non, vous? Oui. Moi? Tu as quelque chose à dire? On attend Michel. Ok, moi c'est Michel, je ne suis pas nouvelle. J'ai débuté avec une audio il y a comme 3 mois. C'est le Michel qu'on parlait tantôt. Ah, il a parlé de toi aussi, Oscar. On t'attendait, tu viens d'avoir une télé. Pourquoi t'applaudis d'abord? Ok, pour ta ténacité. Ça, c'est pour ta ténacité. Je suis acharnée à m'imprégner dans le domaine de l'immobilier. Je bagarre tellement que je deviens, je pense, impertinente devant Joseph. Je suis à fond dans les recherches d'informations, des maisons pour faire le flip et j'ai déjà, bon, on va pas dire mon actif en mon passif. J'ai trouvé comme 4 maisons, mais ça n'a pas abouti. Mais actuellement, je suis dans le processus des négociations d'achat. D'un duplex. Félicitations. D'ailleurs, on parlait de toi tantôt, puis tu as le flair de l'entrepreneuriat. Tu es régimenté, tu as des bonnes habitudes. Y a-t-il d'autres personnes qui voudraient ajouter quelque chose? Il y a celle qui est dans le coin avec des lunettes qui est nouvelle. La dame qui est dans le coin avec les lunettes. Quel est votre nom, madame? Kevin. Pardon? Kevin. Merci. Alors, allons-y, c'est ton tour. Expose-toi tes connaissances. Bonsoir à tous, moi c'est Kevin. J'ai entendu parler de Imolium depuis assez longtemps, au même moment que les jumeaux. Mais, comme on dit toujours, il faut des personnes qui vont tester. Et puis, il faut des personnes qui vont venir après. Donc, c'est ça, je suis venue aujourd'hui pour apprendre, écouter, découvrir, et puis après, on verra. Tant mieux. Ben, écoute, j'espère qu'on ne t'a pas déçu. Oh non. Alors, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que, après qu'on a fait le tour, il y en a une ou deux personnes qui ont pensé à une question avant qu'on se quitte? Ou y a-t-il quelque chose que vous attendiez, qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas parlé? Oui, vas-y. Oui, monsieur Arthur, je vais juste te poser une question à l'Assemblée. Oui. Si quelqu'un connaît un seul business où on peut investir sans risque, il nous dit. Ah, ça n'existe pas. C'est ça. Bonne question. Le risque zéro n'existe pas. Ce qui va arriver, c'est qu'ils vont croire qu'on t'a payé pour poser cette question. Dès va y répondre. Va à la banque que tu achètes les certificats de placement garantis. C'est ça. Voilà, c'est payé. Combien même là-bas? C'est quoi le taux d'intérêt? Et même là, le risque n'est pas zéro.